Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver après un gros mois d'absence. J'ai eu l'impression que ces 5 semaines étaient interminables. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cette, euh, cette longue attente, une telle attente entre deux pay-per-view. Je trouve que c'est très long. Voilà, donc il faut encore attendre 6 jours avant le prochain pay-per-view, donc Money in the Bank, hein, qui va évidemment faire l'objet de quasiment l'intégralité de cette vidéo, hein, puisque j'ai pu faire les reviews de Double or Nothing et de Night of Champions le mois dernier, donc du coup j'ai plus de temps pour parler de Money in the Bank. Qui succédera à Austin Theory et à Liv Morgan? C'est la double grande question, hein, qui se pose. Évidemment, il y a beaucoup de possibilités et je trouve que c'est assez ouvert cette année. Je trouve que c'est assez incertain et ça me plaît plutôt parce que bon, souvent, on l'a pu le voir ces dernières années. Bon, il y avait souvent des favoris qui se détachaient. Là, il y en a deux trois, je dirais, mais c'est pour moi, il n'y a pas de certitude, une grande certitude quant au vainqueur. Il peut, je pense, y avoir quelques surprises. J'en reparlerai, hein, j'en reparlerai. D'où aussi un peu le titre de ma vidéo, hein, Londres d'un doute, avec ce superbe jeu de mots, parce que il y a, je pense, un doute qui est assez prégnant par rapport à ce qui pourrait arriver, et j'expliquerai un peu plus pourquoi. Voilà, ça va être voilà pour cette introduction, hein, qui est courte, mais c'est en tout cas une vidéo qui va être intéressante, où on va pouvoir un peu se poser pour parler un peu des matchs et de ce qui pourrait se tramer, comme j'aime le faire chaque mois, hein, évidemment, sur ma chaîne. Voilà donc pour l'introduction, et on va tout de suite passer au sommaire de cette vidéo, hein. Ça va être assez simple. Voici le sommaire. Et bien voilà, les pronostics de Money in the Bank, hein, évidemment, et on terminera avec le traditionnel top 5 des matchs du mois écoulé, hein, un gros mois là qui s'est écoulé depuis mon dernier Manso Catch. On reviendra là-dessus aussi, donc sur les matchs que j'ai préférés. Voilà, on va passer tout de suite donc au gros morceau, hein, de cette vidéo, à savoir les pronostics du Money in the Bank. On va commencer déjà par le poster. Le poster, voilà. Donc, on rappelle la date, c'est écrit dessus, samedi 1er juillet. À l'O2 Arena, hein, de Londres, et il faudra aussi rappeler l'horaire, hein, c'est important puisque c'est un horaire qui, pour une fois, favorise les Européens et plus particulièrement les Français. 21h, 21h pour le pay-per-view en France. Il y aura un kick-off qui démarrera une heure avant, hein, comme d'habitude à 20h. Bon, ce sera de la parlotte, a priori pas de match prévu, hein, ça fait un petit moment maintenant qu'on n'a plus de match en kick-off. Ce qui est dommage d'ailleurs, je trouve, mais à moins d'une surprise, hein, bien sûr. En tout cas, voilà, l'essentiel c'est surtout l'heure du pay-per-view, c'est donc 21h. Donc voilà, vaudra mieux avoir mangé avant, ou alors vous mangez pendant, hein, faites comme vous le voulez. Voilà, ça va être une ambiance de dingue. Hein, on connaît le public britannique, hein, c'est l'un des plus chauds en Europe et dans le monde même, par rapport au catch, donc ça va être super. On va passer un grand moment, je pense. Il va y avoir, à mon avis, des grands moments et des surprises. Là, je pense que on peut être agréablement surpris, moi, j'espère agréablement, par ce qui pourrait arriver. Voilà, donc en tout cas pour le poster, hein, lorsqu'on examine le poster, on peut voir d'ailleurs que Kevin Owens et Sami Zayn ne sont pas prévus, en tout cas pour le moment. Ils ne sont pas sur la carte. Bianca Belair non plus, mais j'en reparlerai aussi. Roman Reigns sera là, Rollins sera là, Cody aussi. Austin Theory pas prévu non plus d'ailleurs, donc ça en fait quand même beaucoup, hein, par rapport au poster. Et puis Bella Ripley, pas de match prévu pour elle, mais en tout cas pour le moment. Mais elle peut bien sûr accompagner Dominique, donc on risque de la voir quand même. Voilà un peu pour le poster. Et je pourrais aussi ajouter quelque chose, c'est que justement, ils ont annoncé hier soir, ils ont officialisé un tag féminin dans ce pay-per-view, sachant qu'il y a déjà le Money in the Bank féminin. Bon, je pense que 2 matchs féminins, on n'en aura pas plus. Donc, ce qu'on peut se dire déjà, c'est qu'il y aura a priori pas de titre solo défendu au Money in the Bank, hein, puisque de titre solo féminin, puisque en plus il y a le Asuka Charlotte Flair qui aura lieu la veille à SmackDown. Donc et puis bon, là il n'y a pas vraiment de challengers établis pour Ripley pour son titre, donc je pense qu'il n'y aura rien du côté du Money in the Bank. Du coup, ça peut aussi
laisser entendre que, a priori, hein, il n'y aura pas de cash-in le soir même. Chose qu'on a quand même beaucoup vu ces dernières années. A priori, donc pas de cash-in le soir même au niveau du titre féminin. À moins que Rhea Ripley se fasse cacher ou après, par exemple, le Cody Dominique, si Rhea se retrouve ringside et puis que le match de Money in the Bank féminin a déjà eu lieu avant. On connaît déjà celle qui a la mallette et qu'elle vient peut-être attaquer Rhea Ripley pour la surprendre après le match et tenter sa chance, pourquoi pas. Mais bon. Ça reste une possibilité, mais bon, j'y crois pas des masses, hein, et puis je vois pas Ripley se faire cacher comme ça, là, enfin en tout cas maintenant. Donc a priori, je dirais bien a priori, il ne devrait pas y avoir de cash-in sur le titre féminin, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on verra si ça va tenir plus de 24 heures, hein, parce que malheureusement, ça tient rarement plus de 24 heures les Miss Money in the Bank, et c'est quelque chose que j'ai souvent déploré. J'espère que cette fois-ci, on aura une Miss Money in the Bank qui va se balader un peu plus longtemps avec sa mallette. Pour les hommes, c'est un peu mieux quand même, mais voilà, faudra surtout savoir quoi faire de cette mallette, avoir déjà des plans. C'est ce que j'ai toujours reproché depuis plusieurs années maintenant. On avait l'impression à chaque fois, en tout cas sous Vince, que on savait pas trop quoi faire de la mallette. Une fois qu'on l'avait donné, c'était bien, c'était un petit cadeau qu'on donnait, mais derrière, c'était vite torché. Et finalement, vous voyez que bon, ça débouchait pas sur grand chose. Donc j'espère que maintenant avec Triple H aux manettes, ça va être différent et que quand on va donner la mallette et quand on va prendre la décision de donner la mallette à un homme et une femme, c'est pour en faire quelque chose, leur donner un push significatif et les rendre champions aussi, hein, évidemment, parce que c'est quand même le but normalement. Alors, il y a eu des cash-ins foirés, mais la plupart du temps quand même c'est des cash-ins qui sont réussis. Donc derrière il y a quand même un push, il y a un règne, il y a quelque chose quoi. Donc j'espère que ça va servir à quelque chose et que c'est pas les décisions qui vont être prises vont pas être des décisions prises hâtivement, et qu'elles ont été mûrement réfléchies et qu'elles vont être aussi judicieuses parce que il y a aussi des choix qui n'étaient pas forcément judicieux les années précédentes. Voilà, en tout cas pour l'introduction, je dirais, de Money in the Bank. Et on va passer tout de suite au pronostic d'un match qui a été donc justement annoncé pas plus tard qu'hier soir, à savoir le match tag team féminin, donc comptant pour les titres, cette fois-ci unifiés, je dis bien unifiés, donc les titres féminins du main roster, plus maintenant ceux de NXT, on a tout unifié, et donc Ronda et Shayna qui sont maintenant les championnes actuelles, vont défendre leur titre contre les ex-championnes, Liv Morgan et Raquel, hein, l'équipe que j'aime appeler la team Raquel Liv, la Raquel Liv, donc l'histoire est simple, puisque Ronda et Shayna, si elles ne s'étaient pas blessées, hein, on avait vu notamment la blessure au niveau de la cheville là à WrestleMania de Shayna, hein, on a vu qu'elle boitait pendant le match, elle avait disparu pendant un bon moment, voilà, donc elle s'était blessée. Je pense qu'on a retardé l'échéance, mais elles étaient très probablement programmées pour prendre les titres. Elles ont fini par les prendre avec du retard, mais c'est arrivé, hein, une fois que les deux étaient à 100%. Elles ont pris les titres et ils ont annoncé il y a pas si longtemps que ça que Ayla Dawn et Alba Fire, transfuges de NXT et également championnes tag team de NXT, allaient affronter les championnes du main roster, donc Ronda et Shayna, pour unifier tous ces titres. Donc ils ont trouvé la solution pour au niveau des titres NXT, parce que c'est vrai que c'était bizarre d'avoir drafté les championnes tag team de NXT tout en leur laissant les ceintures. Donc NXT n'avait plus de championne tag team. Ils ont réglé le problème. Voilà, on va s'en débarrasser complètement et on va les donner au main roster finalement. On va les donner aux championnes du main roster. Donc et c'est ce qui est arrivé, puisque effectivement à SmackDown avant-hier, sans trop de surprise, Ronda et Shayna ont récupéré les titres. Voilà, bon, c'est un peu dommage quand même pour Fire and Down qui ont finalement arrivent dans le main roster, elles perdent leur titre. Et voilà, ils essuient une défaite. Bon, voilà, faudra qu'elles reprennent du momentum, parce qu'il faudra pas qu'elles deviennent une équipe random et qu'elles retombent déjà dans l'oubli. Hein, ça serait un peu dommage. Donc voilà, elles sont arrivées dans le main roster et elles ont offert finalement les ceintures
au main roster. Elles ont offert les ceintures aux championnes et aux nouvelles championnes, enfin aux championnes actuelles. Et donc, on a vu que Raquel regardait le match. Elle était assise près de la table des commentateurs. Et ensuite, après le match, elle s'est barrée. Sauf que les championnes l'ont appelé, hein, l'ont demandé de revenir. Et Raquel a aussi évoqué le fait elle allait récupérer les titres. Alors elle a dit nous allons récupérer les titres. Et Ronda a dit ouais mais tu dis nous allons récupérer les titres, mais c'est qui nous? Et là bon on se doute bien de qui va arriver, et c'est Liv Morgan qui revient donc de blessure. Je pensais pas qu'elle allait mettre aussi peu de temps à revenir. Je pensais que ça allait être un peu plus long que ça. Tant mieux pour elle. Hein. Elle revient pardon. Et voilà donc le face-off et officialisation donc lors de SmackDown Lowdown, donc le show post SmackDown qui a lieu le samedi en fin d'après-midi, en début de soirée, on l'a appris en direct. Donc l'officialisation de ce match pour Money in the Bank. Donc des titres évidemment que Raquel et Liv n'ont jamais perdu, hein, puisque Morgan était donc blessé à l'épaule, hein, on l'a vu souvent cette image, on l'a revu, ce kick là, le kick dans le coin de Dakota Kai, donc sur l'épaule de Liv, hein, c'est ce qui a provoqué cette blessure, et donc la vacation des titres tag, et du coup alors elles ont à nouveau leur chance, hein, ce qui est logique, leur chance de reprendre les titres, des titres qu'elles n'ont jamais perdus. Voilà, l'histoire est simple. Voilà, donc le visuel, comme vous pouvez le voir, il est complètement monté de toutes pièces par moi, parce que il n'a pas été encore fait. Il n'est pas encore disponible sur le site officiel de la VVE, donc j'ai monté ce visuel voilà, de fortune, bon, qui fera le taf, on va dire, en attendant. Qui permet d'ailleurs de voir sur la manette à nouveau les horaires. Hein, donc ce sera bien sûr à 15h heure de l'Est, donc il faut ajouter 6 heures, donc ce qu'ils font, voilà, c'est donc bien à nouveau, il faut bien le dire, 21h heure française. Voilà donc pour les clés du match. Le pronostic qui va être simple pour moi, conservation des titres par les championnes, puisque elles les ont eu il y a pas longtemps, hein, tout simplement, Ronda et Shayna. Elles viennent donc d'unifier tout ça. Pour l'instant, elles se baladent avec les 4 ceintures, donc pour l'instant, il est pas question de. On verra, hein, mais peut-être qu'elles vont peut-être aussi avoir le droit à des nouvelles ceintures, hein, puisqu'ils l'ont fait du côté des titres solo là dernièrement, en tout cas les gros titres. Donc peut-être qu'on l'aura aussi du côté des titres tag, hein, sait-on jamais, parce que ça fait bizarre de se balader avec des titres NXT. Bon. Pourquoi pas, mais bon, c'est un peu bizarre. Donc voilà, elles ont eu les titres il y a pas longtemps. Faut les builder fortes, quoi. Voilà, elles sont un peu en mode destruction, c'est normal, c'est leur style. Donc faut qu'elles continuent comme ça. Et puis bon, on sent qu'il y a quand même peut-être quelque chose pour Raquel qui va venir. C'est vrai qu'on a eu ce face-off avec Rhea Ripley encore à Raw. Donc elle a pas aimé que Rhea Ripley attaque Natalya comme ça avant son match, que le match n'a pas eu lieu d'ailleurs, hein, le rematch de Night of Champions. Voilà, bon, le match n'a pas eu lieu, elle a défoncé Natalya, Raquel a pas aimé ça. Il y a eu le face-off qui était assez badass. Les deux filles en plus dans la vraie vie sont très amies. Elles ont eu une feud sympathique à NXT. Elles avaient fait un très bon match en mode, je crois, Last Woman Standing. C'était un match qui était sympa, donc il y a eu une bonne alchimie, elles se connaissent bien, donc ça pourrait faire un bon match, je pense, à SummerSlam, puisque Rhea Ripley, à mon avis, il va bien falloir qu'elle défende son titre à SummerSlam, donc ce nouveau titre, hein, qu'il faut désormais appeler le Women's World Championship, hein, maintenant c'est le championnat mondial. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, parce que pourquoi est-ce que Rhea a le titre mondial alors que Asuka maintenant elle a le titre féminin tout court, le Women's Championship. Bon, ça autant les ceintures, bon voilà, c'est au moins Rhea elle a la même ceinture que Rollins mais avec le strap blanc, donc elle est très jolie, elle est très bien, rien à dire. Asuka, bon, elle a la même ceinture que Reigns, que la nouvelle ceinture de Reigns, donc il y a de la cohérence, donc c'est normal. Avec le strap blanc, je trouve même qu'elle rend mieux d'ailleurs qu'avec le strap noir, mais c'est surtout c'est plus que l'apparence, c'est surtout le nom que je trouve bizarre. Pourquoi Asuka elle a seulement le titre de championne féminine alors que Rhea c'est championne mondiale? Bon, ouais, bon, voilà, c'est peut-être un détail, mais bon, je trouve que c'est un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, il va bien falloir que le titre mondial donc de Rhea Ripley soit défendu à SummerSlam, hein, a priori. Donc là, vu qu'en plus elle est à Raw,
du coup Raquel, donc donc je pense que c'est la mieux placée actuellement. Il y a eu ce petit face-off à Raw en plus. Alors vous allez me dire, il y a eu souvent des graines plantées dans le passé, il s'est jamais rien passé. Hein. Je pense notamment justement à Belair avec Ripley. Ils se sont croisés de temps à autre, il y a eu les graines plantées, et puis bon, au final, il s'est jamais rien passé, et puis au final, il n'y a même pas eu d'échange de ceinture. Hein. Finalement d'ailleurs, hein. De toute façon c'était plus possible puisque Asuka avait pris le titre à Belair en plus, mais il n'y a même pas eu d'échange de ceinture quoi, même malgré tout. Ils ont donné un nouveau titre et une nouvelle appellation sans échange de ceinture. Voilà, donc je pense qu'il y a plutôt un push qui va arriver pour Raquel en solo cette fois-ci, parce que c'est vrai qu'elle est bloquée hein, dans cette ce que j'appelle la vortex de la division tag team là, depuis quand même depuis même le quasi début. Hein, Raquel hein, dans le main roster, elle a pratiquement occupé que ça. Hein, elle a eu quelques matchs solo sympathiques, mais la plupart du temps, elle était quand même bien accolée à la division tag. Hein. C'est pour ça que elle me rappelait pas mal justement son Shayna Baszler de ce côté-là. On l'a beaucoup plus mise en tag finalement qu'en solo. Mais il serait temps maintenant de montrer que c'est quand même une powerhouse, une femme dangereuse qui pourrait peut-être aller chercher un titre solo parce que elle en aurait la carrure. Ça paraît logique, même si bon, au niveau in-ring, bon, il y a encore des lacunes, il y a encore hein, on sent que c'est parfois un peu green, un peu pas très sécure, pas très assuré au niveau des moves. Donc on sent qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais je pense que ce serait naturel de au moins lui donner une chance au titre féminin solo. Et donc je ne vois pour cette raison-là aussi, je ne vois pas Raquel et Liv récupérer les titres, même si ça pourrait sembler logique de redonner des titres à des femmes qui les ont perdus de façon un peu injuste, quoi, sur blessure. Mais bon, là, je vois pas la justice, on va dire, l'emporter. Victoire et conservation donc de Ronda et Shayna. Logiquement, je dirais plus que la soumission ou le pin ou la soumission finale vont se faire sur Liv Morgan. Je pense que c'est plutôt sur elle, de façon à protéger justement Raquel dans l'optique de potentiel push qu'elle pourrait avoir en solo dans la route vers SummerSlam. Voilà, moi je vois ça comme ça. Donc plutôt une soumission, hein, puisque c'est quand même plus le style de la maison, du côté des championnes. Donc soumission sur Liv Morgan, je pense que c'est plutôt ça qui va se passer. Le match, je suis pas très hypé, ça pourrait être sympatoche, mais ça n'ira pas au-delà de 3,5 à mon avis. Hein, je vois pas au-delà de ça. Faudrait pas le mettre en opener, ce serait un mauvais choix. Faudrait le mettre, j'irais en calm the crowd. Voilà, après un gros match. Ça pourrait être le bon placement, je pense, pour la carte. Hein. Voilà, donc rien d'autre à dire de plus. Victoire donc des championnes, conservation. On va passer maintenant au match suivant. Dominic Mysterio contre Cody Rhodes. Voilà, là on va passer au vrai visuel officiel de la VVE. Une espèce de feud secondaire pour Cody qui en avait déjà une principale avec Lesnar. Donc c'est une sous-feud en attendant le retour de Lesnar, hein, voilà, on peut dire ça comme ça. C'était pas forcément quelque chose qu'on pouvait prédire, hein, cette espèce de sous-feud justement. C'est vrai que moi, il y a un mois, au moment de Night of Champion, je me demandais ce qu'ils allaient faire avec Cody, est-ce qu'ils allaient le mettre dans le Money in the Bank, ladder match, ou est-ce qu'ils allaient déjà lui donner Lesnar, ou rien du tout. Ou alors peut-être que Lesnar allait blesser encore gravement Cody et qu'on n'allait pas le revoir de façon à le protéger en attendant et qu'il prenne sa revanche dans la route vers SummerSlam. Mais en même temps, je me disais bon, Cody quand même se priver de l'entrée de Cody à Londres. Ça me paraissait quand même étrange. Donc ils ont opté effectivement pour le match de Cody à Londres. Il va avoir une super entrée, hein, ça c'est sûr que là le public va être à fond, ça va être un très grand moment. Face donc voilà, à la machine à hit, hein, celui qui provoque probablement le plus de hits dans tout le main roster, hein, Dominique. Hein, ça c'est incontestable. Hein, maintenant on le voit dans toutes les arènes. Ça fonctionne à chaque fois et c'est vraiment assez simple hein, pour lui maintenant. Il a pratiquement rien à faire. C'est-à-dire que il lève le micro, il approche le micro de sa bouche et là voilà c'est la bronca quoi. Il a pratiquement pas à parler. Et qui commence à dire 2-3 mots, alors là, ça s'intensifie, la hit est totale, et il faut qu'il s'impose pour vraiment dire ce qu'il a à dire et essayer de recouvrir un peu les huées. C'est pas facile, hein.
Parce que c'est une vraie machine à hit, hein, Dominique. Hein. En tout cas, ça fonctionne bien. Voilà, donc une sous-feud, bon, pourquoi pas. Voilà, il y avait le Miz qui avait fait son Miz TV, qui avait invité Cody, puis voilà, il avait fait venir Dominique, et avec évidemment ce rapprochement, cette association, être fils d'eux, quoi. Voilà, effectivement, on a deux fils d'eux. Et il y avait une punchline sympa de Cody envers Dominique en disant oui, je sais que ton père, donc Rey Mysterio, a commis pas mal d'erreurs dans le passé, et la preuve, j'en vois une en face de moi. Voilà, c'était une phrase que je trouvais sympa, c'était assez drôle. Il y avait un petit coup échangé, un petit coup en traître de la part de Dominique. Voilà, une petite hit comme ça. Et pas plus que ça, voilà. Et puis c'est ce qu'a lancé finalement cette sous-feud, hein, je dirais, cette feud d'attente, qui est elle-même une feud d'attente à l'intérieur d'une autre feud d'attente, parce que bon, Lesnar, c'est aussi une feud d'attente, hein, aussi pour Cody. Donc là, il est doublement en attente, je dirais, Cody, là, c'est assez étrange comme booking, on va dire. Et voilà, bon, bah, il n'y a pas plus que ça, hein, c'est assez simple. Je crois qu'il va y avoir de retrouvailles encore à Raw. Ils vont se retrouver, il me semble, encore une dernière fois. On verra ce que ça va donner. Pour le pronostic, je vais jouer la simplicité. Je vais donner la victoire à Cody. Parce que, justement, Lesnar va forcément, il est en attente. Il est en attente de Lesnar. Il y aura un combat à SummerSlam numéro 3 qui est inéluctable. Ils vont le faire. Il y a même des rumeurs qui disent que le combat de SummerSlam non seulement va avoir lieu entre Cody et Lesnar, mais qu'en plus il pourrait se faire dans une stipulation qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Donc une vieille stipulation. Euh, moi j'y ai pensé, j'y ai réfléchi. S'ils le font, moi je verrais bien un dog collar match. Quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu finalement dans le main roster ces dernières années. Donc ça pourrait coller par rapport à la rumeur en tout cas. On en a eu un du côté d'Impact récemment entre Masha Slamovich et Killer Kelly, mais on en a eu aussi à NXT UK, on en a eu à All Elite, mais dans le main roster de la WWE, on en a pas quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit rarement. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, Lesnar Cody, Dog Collar match. D'autant plus que ça ferait écho justement au Dog Collar match que Cody a eu face au regretté Brody Lee du côté de l'AEW. Donc c'est tout à fait dans le style de Cody de ressortir cette stipulation. Et ce match qui était quand même qui a tout un symbole, hein, puisque si je ne m'abuse, c'était le dernier match malheureusement de la vie de Brody Lee, hein, ce Dog Collar match, qui s'était fini de façon assez émouvante, puisque je me rappelle que Cody avait mis, je crois, la main sur le torse de Brody Lee en lui échangeant quelques mots, comme si en fait on sentait déjà que Cody savait. Il savait pour la maladie de Brody Lee et qu'il était en train de lui dire merci pour tout, voilà quoi. Parce que je crois que c'était le match qui lui avait permis de récupérer le titre de TNT. Et oui, parce que évidemment Brody Lee, malheureusement, vu son état, il pouvait plus continuer avec le titre, donc il a récupéré le titre comme ça. Bon, voilà, je vais pas non plus faire trop de hors sujet, mais voilà, en tout cas tout ça pour dire que je verrais bien un dog collar match. Voilà, ça serait tout un symbole pour face à Lesnar à SummerSlam, et donc forcément l'ombre de Lesnar va planer au-dessus de ce match, l'idée ça serait de se dire, la question ça serait de se dire est-ce qu'il va intervenir avant le match, pendant le match, après le match, ou pas du tout. Voilà, c'est un peu la quadruple question. Finalement, que va faire Lesnar, ou que ne va-t-il pas faire? C'est voilà, c'est un peu l'élément. Mais je veux dire, la feud, elle est pas terminée. Il y a un partout entre les deux. Cody a gagné à Backlash, Lesnar a gagné à Night of Champions. Il y a toujours son espèce de plâtre en titane là pour Cody qui l'utilise, qui peut même maintenant utiliser comme arme. C'est assez bizarre, mais sans problème d'ailleurs, sans illégalité. On va probablement encore le voir avec ce plâtre au Money in the Bank. Donc, que va faire Lesnar? Parce que mon pronostic c'est la victoire de Cody, mais il pourrait tout à fait faire perdre Cody aussi. Ça se raconte. Mais bon, faudrait pas qu'il y ait de DQ aussi. C'est ça, parce que bon, je vois pas, comme je le dis souvent, voilà, avec Triple H, il n'y a pas de DQ à part Lesnar, il l'a fait une fois et c'était dans une condition particulière, mais sinon il fait pas de DQ dans les pay-per-view Triple H. Donc je vois pas de DQ là-dessus, je vois pas Lesnar foutre le match en l'air. Ça sert à rien en fait.
Je vois pas je le vois pas faire ça. Donc, j'avais un petit scénario, bon, qui vaut ce qu'il vaut et qui c'en est un parmi d'autres, hein. Mais moi, je verrais, par exemple, il y en a deux, même. Il y en a deux. Soit Lesnar attaque Cody avant le match, donc avant même que la cloche n'ait sonné. Du coup, il l'attaque à nouveau au bras, évidemment. Il lui fait très mal, vraiment, il le blesse sévère. Et il s'en va. Il s'en va. Et du coup, il laisse les miettes à Dominique, ce qui pourrait être pas mal, puisque évidemment, comme Dominique est aussi une vraie machine à hit. Déjà là, on arrive là, on entame le match, on n'est pas bien. Le public est pas bien parce que là, il va huer sévèrement ce que Lesnar vient de faire. Donc Lesnar se casse. Et là, Dominique, c'est tellement facile pour lui de récolter de la hit que là, il va évidemment dominer du coup le match. Puisque évidemment on aura un Cody complètement KO qui va évidemment dans son plus pur style vouloir continuer le match, hein. L'arbitre va lui demander, il va lui dire est-ce que tu es sûr de vouloir continuer, il va lui dire oui, voilà, évidemment combatif jusqu'au bout, et mais il a du mal à se tenir debout, et puis évidemment avec Dominique, la hit ça va être terrible, ça pourrait être énorme. Le mec domine, il chambre, il dit tu tiens pas debout, vas-y viens me chercher, enfin voilà, avec Rhea Ripley qui pourrait être là aussi autour, en train de se marrer aussi, de chambrer, voilà, ça peut être un scénario, et évidemment au final il y a quand même le happy ending et Cody qui arrive quand même à s'imposer, malgré dans la difficulté, mais il va quand même y arriver. Voilà, ça c'est un scénario possible. Ou alors attaque de Lesnar après le match. Après seulement le match, c'est-à-dire Cody gagne clean. Alors, je pense que si Rhea est là, elle va encore continuer de mettre son grain de sel, parce que comme souvent, il y a Rhea qui intervient à l'extérieur dans les matchs de Dominique. Elle met les pieds dans les cordes, elle met les pieds de Dominique dans les cordes. Elle y ajoute ses petites touches personnelles pour favoriser son pote là, ou même son copain. Je pense qu'il y aura ce genre de manigance de la part de Rhea. Alors. L'arbitre pourrait aussi la dégager à un moment donné, hein, s'il voit que s'il arrive à la griller, ça aussi, ça pourrait être envisageable. Du coup, Dominique qui est obligé de finir tout seul. Et là, victoire de Cody, tranquillou, entre guillemets, et il s'impose. Et puis derrière, célébration. Et là, boum, attaque de Lesnar. Et voilà, je le détruis. Et voilà, on lance déjà le match 3 pour le SummerSlam. Voilà un peu comment je vois les choses. Et puis du coup, peut-être qu'à Raw, 2 jours après, Cody va arriver avec quelque chose dans un sac. Voilà, il arrive avec un sac sur le bras, sur l'épaule, pardon, et il l'ouvre et puis voilà. Voilà ce que je te réserve, un Doc Collar. Voilà, il arrive avec quelque chose dans son sac, quelque chose qu'il avait dans son sac, hein. Ça rappelle un certain catcheur qui a fait son retour la semaine dernière d'ailleurs, hein, qui avait quelque chose dans son sac aussi, et qu'il n'a jamais ouvert aussi d'ailleurs. Bref, voilà, scénario possible, j'en vois deux, mais je pense quand même que Lesnar on va le voir. On va voir Lesnar d'une façon ou d'une autre, mais quand même, je vois pas Dominique prendre une victoire là. Alors bon, la hit serait totale, mais ça pourrait fonctionner auprès du public, mais faut pas faire perdre comme ça de Cody avant un grand défi face à Lesnar. Et en plus, il a toujours son histoire, sa fameuse histoire à finir, qui met tellement de temps à être fini. Faut le builder fort, quoi. Faut pas qu'il prenne trop de défaites comme ça. Là, il vient de prendre la win dans le 3 contre 3 du dernier Raw. Il a fait le pin sur Damien Priest, donc il prend du momentum là. Donc non, c'est pas le moment de le faire perdre. Victoire de Cody. Lesnar qui interviendra, je pense, hein, et on se lancera vers le match à stipulation de SummerSlam, qui à mon avis est inéluctable, parce qu'il va falloir mettre une stipule là, parce qu'on a eu 2 matchs simples, donc il faudra une stipulation quoi qu'il arrive. Si c'est une vieille stipule, tant mieux, parce que bon, les street fights, les last man standing, les false count anywhere match, voilà, on en a vu souvent. Peut-être un ambulance match, un stretcher match, un free stage of hell. Comme dirait Vince, voilà, des matchs peut-être un peu comme ça qu'on n'a pas trop vu dernièrement. Ça pourrait être aussi une bonne idée. On verra bien. Voilà. Si je devais donner un petit prono, j'irais vers le Dog Collar match, parce que ça irait très bien avec l'esprit de Cody. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Finn Balor contre Seth Rollins pour le nouveau titre. Enfin, ça y est, le titre
World Heavyweight Championship, détenu donc depuis Night of Champions, depuis un mois par Rollins. Très belle ceinture, hein, moi je l'aime bien. Le logo W VVE est pas trop grand, donc il est discret, donc ça se fond bien, je dirais, dans le design, hein, comme on peut le voir à l'écran. Donc moi, elle me plaît bien cette ceinture, qui est donc la même que Rhea. Bah voilà, on ressort un petit peu cette rivalité qui est évidemment qui a toute une histoire un Balor qui sera pas très loin d'être à domicile, hein, évidemment, c'est un Irlandais, mais qui sera pas forcément, je dirais, salué par le public. Hein, on verra bien hein, comment s'il sera ovationné ou pas. En tout cas, ce sera évidemment le heel du match. Ils s'étant affrontés les deux en finale hein, du tournoi, justement pour désigner je dirais le finaliste d'Euro. Hein, on s'en souvient. Il y avait eu justement le petit clin d'œil avec le buckle bomb contre la barricade. Cette fois-ci, c'est Balor qui l'avait porté à Rollins, hein, évidemment la vengeance de SummerSlam 2016. Un match que j'ai revu d'ailleurs, parce que je l'avais pas revu depuis justement 7 ans. Le match était assez bon globalement. C'était pour moi un 4, pas plus que ça. Mais c'était du bon catch. C'était plutôt une bonne alchimie. Et évidemment, bon bah. Balor avait gagné, hein, c'était le match pour désigner justement le tout premier champion universel. Il y avait Stephanie McMahon et Mick Foley qui étaient encore là à l'époque, en tant que commissionnaire, aux abords du ring. Il y a eu cette fameuse blessure, donc ce powerbomb, en tout cas ce buckle bomb porté par Rollins de façon à s'appuyer sur Balor contre la barricade, et on a vu le bras qui a tapé très fort. Et l'épaule, enfin le bras, tout y est passé. Hein, c'est vrai que, mais elle avait quand même réussi à finir son match comme si de rien n'était. Hein. C'est pour ça que moi à l'époque, j'avais pas du tout, je m'étais pas du tout rendu compte qu'elle s'était blessée. Et puis bon, mais elle avait dû le rendre le vrai camp le lendemain, hein, donc c'était terrible pour lui. Et voilà, on nous l'a raconté ça encore dans le build-up, donc c'était évident. Hein. Et puis Triple H, il pense au passé aussi, il aime bien faire ça. Il y a quand même il y a quand même du sens. Et alors, il a jamais digéré ça, quoi. D'avoir finalement que Rollins lui ait entre guillemets brisé son rêve en le blessant comme ça en le brisant dans son élan et de devoir rendre cette ceinture vacante qui a peut-être que ça aurait changé sa carrière s'il ne s'était pas blessé, on le saura jamais, même si c'est pas forcément le type je pense de catcheur qui plaît à Vince, mais bon, ça c'est une autre question. Mais en tout cas voilà, c'était bien de revenir là-dessus et on a eu un face-off intéressant entre les deux hommes. Rollins, il est content justement de retrouver un Balor comme ça, un peu plus heel justement, un Balor qui en veut quoi. Il avait l'impression de retrouver justement le Balor de 2016, celui qui l'avait battu, et c'était ce qu'il voulait voir justement, parce que bon, il trouvait que là, ces dernières années, le Balor, il s'est un peu adouci quoi, un peu radouci. Et c'était pas trop ce qu'il voulait voir là de lui. Effectivement, là maintenant, on a vu le dernier Raw, ça y était fort. Hein, Balor a laminé complètement Rollins, lui a porté plusieurs fois des coups de grâce. Il l'a attaqué sévèrement, notamment au niveau des côtes, donc avec ses coups de grâce au niveau du ventre et des côtes. Il l'a même attaqué backstage, hein, on l'a vu aussi. Il l'a balancé contre des flycases là. Donc un Balor très nerveux hein, et qui met son pied là, sa bottine là, sur le cou de Rollins là et il rappelle justement 2016 et que là cette fois-ci il prendra sa revanche sur 2016 et il lui promet et voilà donc un bon build-up, c'était très classique hein, la brawl à la Triple H hein, on l'a vu 100 fois mais c'est du classique, mais on a un rival qui est vindicatif et qui veut en découdre et qui a envie de reprendre ce titre, quoi, tout simplement, et finalement de réécrire l'histoire 7 ans après, quoi. Voilà, tout simplement. Donc le build-up est plutôt efficace, je dirais. Maintenant, bon, si on doit faire le pronostic, pour moi, il n'y a pas de changement de titre à attendre. Hein, victoire de Seth Rollins. C'est encore beaucoup trop tôt pour qu'il perde son titre, Rollins, fraîchement acquis. Alors, c'est plutôt l'adversaire de transition. Là aussi, je pense que on peut pas dire grand chose d'autre, mais ça fera le taf. J'espère que le match sera encore meilleur qu'à SummerSlam. Je pense qu'il y a l'occasion, il y a le potentiel pour faire encore mieux.
Et même mieux aussi bien sûr donc la finale du tournoi donc à Raw. Bon, c'était resté un match de weekly donc mais c'était pas mal aussi, mais bon c'est pas niveau pay-per-view ce qu'on a vu. Et donc j'attends beaucoup mieux que ça. Donc j'espère qu'on fera plus que 4 étoiles quoi, parce qu'il y a quand même ça a quand même le potentiel pour. Ça pourrait être un bon opener d'ailleurs. Même si bon, ça sera peut-être plus le Money in the Bank féminin, on verra. Mais ça pourrait aussi être un bon opener, un public qui va être à fond aussi, évidemment qui va chanter le thème de Rollins. Hein, là, ça c'est clair et net. Là, il battra pas le record de Paris. Hein, enfin, j'espère pas. Hein, pas en PLE, on va pas se taper 11, 12, 13 minutes de wow wow wow. Là, sinon ça va être insupportable. Faites-le en live event si vous voulez, mais le faites pas en pay-per-view, hein, ni en weekly, s'il vous plaît. Sinon, on va se faire chier. Mais en tout cas, voilà, l'entrée va être sympa et ça va être aussi une très grande ambiance. Et puis, on a pu voir aussi cette semaine Rollins qui a défendu victorieusement son titre contre Braun Breaker à NXT. C'était aussi une affiche étonnante avec à nouveau des passerelles très très largement ouvertes entre NXT et Main Roster. Et ça a fonctionné dans les audiences. Hein. Ça a été un très beau coup de la part de la WWE puisque effectivement ils ont fait leur meilleure audience depuis depuis que c'est l'appellation NXT 2.0, le nouveau NXT, bah c'est vrai que c'était leur meilleure audience et il y a même eu une pointe à plus de 900 000 téléspectateurs quand même pendant le main event, donc c'est quand même un score énorme pour NXT, donc ça a largement fonctionné, hein, tous ces passages de gens du main roster là du côté de NXT et notamment Rollins, hein, ça a bien fonctionné, et il a évidemment conservé son titre, mais il avait un strap aux côtes, hein, donc il vendait évidemment cette blessure là suite au brawl et donc l'attaque de Balor, et Balor il est allé aussi de son attaque, il était aussi de passage à NXT Balor, donc il a à nouveau attaqué Rollins pour finir le show, donc voilà, donc on peut donc s'attendre à voir un Rollins qui va être diminué pour affronter Balor, donc intéressant parce que même si je vois pas nécessairement ce match avoir lieu après le Money in the Bank masculin, je le vois pas forcément après, donc je vois avant, donc mais admettons qu'il ait lieu après, du coup là il y aura peut-être une ouverture pour un cash-in si Rollins conservait son titre, et en plus avec ses côtes très très amoindries, ça pourrait aussi s'écrire et offrir une grosse ouverture pour un cash-in, hein. Ça c'est sûr et certain, hein. Donc à cause justement de toutes ces attaques de Balor, hein. Mais bon, je vois pas Balor déjà perdre son titre comme ça, Rollins pardon, je le vois pas déjà perdre son titre comme ça. Et conservation. Et puis bon, il y a aussi un autre contexte à rappeler, c'est que c'est un peu tendu entre Damien Priest et Finn Balor là au sein du Judgment Day. On nous a teasé quand même pas mal de tensions entre les deux. Là au dernier Raw, ça semblait aller mieux, mais les fois d'avant, là on a Balor qui était un peu ronchon, parce que voilà il pense à ce match là, à cette déception de 2016, et ça le ronge de l'intérieur, et quand tu vois que voilà t'as Damien Priest qui a une chance aussi d'être Mr. Money in the Bank, t'as Rhea qui est championne, Dominique là qui va affronter Cody, donc voilà, et ils ont tous quelque chose, et ben alors là je crois il a l'impression d'avoir rien. Et voilà, du coup, il veut aussi avoir sa part du lion, quoi. Il veut aussi sa part du gâteau, et ben voilà, donc il a récupéré ce titre. Donc il y a de la tension quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que ça va faire splitter complètement le clan? Sachant que évidemment, il y a aussi cette association qui a l'air d'être quand même bien partie, je dirais, avec JD McDonough, que ce qu'on avait vu la première fois. JD McDonough en interview pour s'expliquer après avoir attaqué Dolph Ziggler là dans la bataille royale, et qu'on voyait Balor tout en haut là dans le parking là qui était en train de le regarder de haut là, comme s'il était en train de le scruter pour peut-être un recrutement au sein du Judgment Day, et on les a retrouvés en train de discuter backstage, et Damien Priest est arrivé quoi. Donc on dit qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Est-ce qu'il mijote quelque chose, Finn Balor? Il est pas clair. Donc voilà aussi c'est un élément de contexte important. Parce que pourrait faire Jordan Devlin, enfin ou JD McDonough, qui est évidemment l'élève de Finn Balor, hein, c'est un peu le mini Balor entre guillemets, il pourrait y avoir une association, un Judgment Day peut-être, qui finalement s'agrandirait
et que finalement JD McDonough et Damien Priest arriveraient quand même à s'entendre au final, malgré ce qu'on nous vend au début, ou alors un split total, en considérant peut-être que le duo ou le couple même Rhea Dominic se suffit à lui-même, que Damien Priest ils veulent peut-être aussi le pusher en solo, ce qui peut-être peut lui donner aussi une chance pour être Mr. Money in the Bank, et d'un autre côté une nouvelle association entre les Irlandais. Voilà, ça pourrait faire une espèce de Judgment Day complètement splitté, avec des intérêts divers, ou alors un Judgment Day qui reste quand même en présence, mais avec aussi des objectifs différents les uns des autres. Voilà, ce sera peut-être ça aussi. Mais en tout cas, je pense que JD McDonough, on risque de le voir traîner autour de Balor, et peut-être même autour du Judgment Day. Voilà, il va y avoir un truc comme ça à mon avis. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se trame, ça serait plus intéressant dans le cas d'une défaite de Balor si JD McDonough arrivait pour peut-être redonner un nouvel élan à Finn Balor justement, parce que là il est pas dans une très bonne phase. Il pourrait intervenir dans le match, hein, d'ailleurs, JD McDonough, hein, on sait jamais. Hein. Parce que s'il donne le titre à Balor, à la surprise générale, il intervient, il fait gagner Balor. Ah, le choc est total. Les deux Irlandais qui célèbrent sur le ring, hein, et le public anglais, bon, je sais pas donc comment il réagirait là, entre le choc et peut-être la joie aussi. Ça peut se raconter, hein. Ça peut se raconter, attention. Hein. Mais j'y crois pas, donc j'y crois pas. Victoire de Rollins, conservation, le match devrait être bon. Si on leur laisse un bon quart d'heure, voire 20 minutes, il n'y a pas de raison. Voilà, pas trop d'overbooking, laissez-les tous les deux, pas de Judgment Day autour. Voilà, comme Damien Priest avait demandé à Balor l'autre fois, je vais affronter Rollins tout seul. Bon, il a perdu contre Rollins, Priest, et Balor est intervenu. Oui, ça a un peu déconcentré Priest, d'accord, du coup il lui a dit qu'est-ce que tu fais là? Et voilà, et ça a mal fini pour Priest. Donc voilà, on verra si Priest va lui rendre la monnaie de sa pièce, il va quand même venir voir un peu ce qui se passe. Mais bon, comme il participe au Money in the Bank, à mon avis, il va plus être en mode concentration. Donc je ne pense pas que Damien Priest interviendra. Dominique non plus. Enfin, en tout cas, il sera pas aux abords du ring. Rhea, pareil, ça va se jouer entre hommes. Voilà, vraiment 1 contre 1. Voilà, victoire pour moi de Rollins. Le match suivant, le Money in the Bank féminin. Voilà. Alors, elles sont 6. J'ai envie de dire même, pour l'instant, elles sont 6. On va reparler. Donc, le plateau actuel, Io Sky, Trish Stratus, Zoe Stark, Bayley, Zelina Vega et Becky Lynch. On peut dire quand même, voilà, c'est que le plateau, là actuellement, on a l'équité par rapport au brand. Hein, il y en a 3 filles de SmackDown, 3 filles de Raw. Donc ça, de ce côté-là, on est bon. Les qualifs se sont terminés. Voilà, Trish a été la dernière qualifiée en battant Raquel et avec cette bévue, hein, je dirais, cette boulette de Becky Lynch qui s'en est pris à Zoe Stark. Sauf que Trish est arrivée à l'extérieur et que, emporté par son élan, Becky a projeté Trish Stratus contre la barricade, ce qui a provoqué la disqualification de Raquel, et du coup la victoire de Trish. Donc, ce qui permettait aussi de protéger Raquel par la même occasion dans la défaite, tout en qualifiant sa pire ennemie actuelle, la pire ennemie de Becky Lynch, à savoir Trish. Voilà, c'était assez drôle, c'était assez inattendu comme scénario. Hein. Voilà, et quand on regarde le plateau, on peut voir, il y a quand même des têtes un peu nouvelles. C'est ça aussi qu'on peut noter et que j'aime bien par rapport à Vince notamment, qui se reposait souvent sur les mêmes éléments et des éléments même un peu vieillissants souvent. Là, on est sur quand même un peu plus de nouveautés et sur des visages de personnes qui pourraient au moins apporter un vent de fraîcheur et apporter parce que là aussi la mallette du Money in the Bank est censée apporter, c'est-à-dire voilà, donner une chance à quelqu'un qui a pas forcément eu toujours le spotlight au niveau de l'upcard et qui pourrait tout à coup passer de la low midcard à l'upcard en un clin d'œil grâce à un cash-in quoi. Donc je pense voilà à Zelina Vega, à Zoe Stark et à Io Sky, hein, en particulier ces trois là parce que on a deux des Force Women qui ont une carrière maintenant qui n'est plus à démontrer, et on a quand même une vétérante en la personne de Trish Stratus
qui a aussi une grosse storyline actuellement avec Becky. Donc voilà, il y a quand même il y a quand même je dirais des filles d'expérience, mais qui n'ont pas spécialement besoin de la mallette. Hein. Donc je pense à Becky et Bayley. Là, je pense pas, ils n'en ont pas besoin. Et on a une Trish, voilà, qui est là aussi, qui va ramener un peu de la hit, et puis qui va être là avec sa nouvelle copine Zoe Stark, et avec sa rivale du moment, Becky. Donc, il y a de quoi faire en termes de storytelling. Et il y a des nouveaux visages aussi, des visages frais, et notamment, je pense à Io Sky, Zoe Stark, et aussi Zelina Vega, qui voilà, à qui on donne un peu d'exposition ces derniers temps. Hein. On a eu son très beau cadeau de Puerto Rico à Backlash. Et là, on continue de lui donner encore un très beau cadeau avec cette participation au Money in the Bank. Voilà. Le plateau, alors, on va en reparler après encore. Elles sont 6. Les hommes, ils sont 7. Je ressens fortement la couillonnade. Je sens qu'il va y en avoir une 7e. Il y en aura une 7e, je pense que ça me paraît léger, 6 filles. Si je prends par exemple l'année dernière, il y en avait 7 d'un côté, il y avait 7 hommes et 7 femmes qui avaient été annoncés. Et au final, bon, alors les femmes c'est resté à 7, mais les hommes, ils en ont rajouté un 8e même à la dernière minute avec Austin Theory qui avait coiffé tout le monde au poteau. Mais en tout cas, on était parti avec 7 hommes et 7 femmes. Là, on part avec 7 hommes, et là, seulement 6 femmes. Ça me paraît très léger, et je suis très très surpris qu'il n'y ait pas une 7e femme. Donc du coup, je sens quand même la petite escroquerie de quelque part, et c'est ça qui est intéressant. Et je vais en reparler plus tard encore. Je vais pas en reparler tout de suite, mais j'ai une idée hein, depuis plus d'une semaine. En tout cas, voilà, le plateau, il est intéressant, je dirais, surtout en termes de storytelling. Mais justement, moi qui suis toujours très attaché au storytelling dans le catch, je trouve que les choses sont plutôt bien faites, puisqu'on a quand même notamment une Becky Lynch qui se retrouve quand même pas mal isolée, bon en dehors de Zelina Vega voilà, avec qui elle a pas de problème particulier, mais alors toutes les autres, elle a eu un problème avec les 4 autres. Donc elle sort d'une très très longue feud avec Damage Control, et là actuellement elle est en feud avec Trish et Zoe Stark. Donc là elle se retrouve avec ses 2 dernières feuds finalement, sa feud actuelle et sa précédente. Donc elle se retrouve un peu isolée. Elle avait eu aussi l'occasion d'en parler dans une interview aussi, dans une promo là dernièrement. Donc oui, c'est quand même une configuration intéressante où on a l'impression que c'est pratiquement mission impossible pour Becky parce qu'effectivement elle a beaucoup d'ennemis actuellement là, en présence. Mais en même temps, ennemi ou pas, parce que c'est vrai que on a Io Sky de l'autre côté qui est de plus en plus en tension avec Bayley où ça s'entend pas bien. Il y a des petits problèmes de la friture sur la ligne, hein, c'est vendu depuis un bon moment maintenant. Dakota Kai est blessé pour une longue durée, donc on n'est pas près de les revoir. Donc ça sera enfin, je pense, peut-être l'occasion d'arrêter, depuis le temps que je le réclame, d'arrêter avec Damage Control, parce que là la blague a assez duré, hein, c'est beaucoup trop long. Ça aura dû s'arrêter à WrestleMania cette affaire, et on en est encore là. Donc il faut arrêter, et il faut qu'il y ait la feud se lance entre Bayley et Io Sky, c'est évident, même un match à SummerSlam, il faut quelque chose là. Et alors malheureusement il y a eu ce match qui a été annulé par Vince, d'après ce qui se dit, hein, mais bon comme c'est une info Fightful, on peut le croire. Le dernier SmackDown a été complètement réécrit, enfin en tout cas il y a des matchs qui ont été annulés, à commencer par, enfin notamment Corbin contre Cameron Grimes. Et il devait y avoir notamment un match quand même qui avait du sens, qui était important. C'était Bayley contre Shotzi. Et si Shotzi battait Bayley, elle lui prenait sa place au Money in the Bank. Donc c'était un match important. Et en plus, c'est un match qui avait été à la base accepté par Io Sky elle-même. C'est elle-même qui accepte le défi de Shotzi pour Bayley, quoi. Donc évidemment, ça se racontait bien. Et je pense, le match finalement on le verra pas, à moins qu'il le programme pour la veille, le dernier SmackDown, donc la veille de Money in the Bank, mais j'y crois pas trop. Mais à mon avis, je pense que Shotzi serait passé. Shotzi aurait battu Bayley, ce qui aurait permis d'expliquer justement, de continuer de raconter la merde entre Io Sky et Bayley, puisque du coup si c'est Io Sky qui a accepté cette demande pour Bayley, c'était comme finalement elle l'a précipité dans sa propre défaite, quoi. Donc ça aurait pu ramener encore de la tension entre les deux, quoi. Donc je pense que Shotzi aurait gagné. Ça a du sens parce que bon, on sent que Shotzi, Triple H l'aime beaucoup, c'est une petite protégée, et à mon avis, hein, ça reste une hypothèse, je pense
que comme elle était prévue pour gagner, Shotzi, Vince, je sens aussi, depuis un bon moment, je sens qu'il aime bien ses For Us Women. Il y tient, il adore Bayley aussi, et je pense que il n'a pas accepté ça. Il ne voulait pas que Bayley perde contre Shotzi, parce que bon, Shotzi c'est pas sa tasse de thé. On l'a vu, voilà, il l'a jamais vraiment mise en valeur, Shotzi. Donc c'est pas du tout sa tasse de thé. Et il ne voulait pas que Shotzi batte Bayley et il a annulé le match. Voilà, pour moi c'est juste mon avis personnel. Hein. Et c'est un peu pareil pour Cameron Grimes contre Corbin. Je pense que Grimes aurait dû battre Corbin, mais je pense aussi que Corbin fait partie aussi des petits chouchous de Vince depuis plusieurs années. Il aime beaucoup Corbin, il aime beaucoup tout ce qu'il peut faire, parce qu'il a mangé beaucoup de merde Corbin, mais il l'aime bien, et du coup, bah, il voulait pas que ce petit roquet là, de Grimes, là, qui connaît à peine, donc il avait jamais voulu dans le main roster, batte Corbin. Pour lui c'était aussi inconcevable, et je pense qu'il voulait pas non plus ça, quoi. Et il a annulé les matchs. Voilà, c'est complètement, enfin ça reste mon avis personnel, mais je pense qu'il les a annulés pour ça aussi, quoi. Donc ce qui prouve qu'à mon avis, Bayley, donc il la maintient, il la maintient dans le Money in the Bank. Shotzi n'y sera pas du coup, sauf s'ils veulent l'ajouter en 16e personne, sait-on jamais. Sauf s'ils veulent faire aussi peut-être comme souvent, on l'a déjà vu dans le passé, un last chance match, en désignant, bah voilà, faisant un match entre toutes celles qui ont perdu, un match de qualif, et on les refout dans Money in the Bank. Mais bon, Raquel pourra pas participer par exemple, puisqu'on sait qu'elle a déjà son match tag team, donc déjà Raquel pourra pas participer au last chance match, s'il y en avait un, donc bon, ça serait un peu bizarre du coup, mais peut-être qu'avec les autres, on pourrait faire quelque chose. Bon, après, les filles qu'on a, bon, ouais, Sonia Deville, Natalia, les filles comme ça, bon, c'est pas, moi je suis pas épais, Mia Yim, voilà, tout ça, c'est pas des filles. Alors oui, il y en a qui disaient, ah oui, mais Mia Yim, elle avait pas l'épaule levée quand Bayley lui a fait le pin, du coup, ça pourrait justifier peut-être un match, une nouvelle chance pour Mia Yim. Bon, non, pour moi c'est un botch et puis rien d'autre, quoi. Donc ça donnera rien niveau storyline. Voilà, donc je pense pas qu'il y aura de last chance match. J'y crois pas des masses. Et j'en reviens donc à mon pronostic et donc à ma fameuse couillonnade. Ça fait 8 jours à peu près que je pense à ça. Je sens quelque chose. En fait, je trouve que la storyline entre Charlotte Flair et Belair et Asuka même, du coup, pourrait avoir des ramifications avec Money in the Bank. Parce que là, on voit une Belair de plus en plus énervée par tout ce qui se passe, par le fait qu'elle voulait son rematch face à Asuka après avoir perdu le titre à Night of Champions, et puis dans des conditions quand même très particulières, avec le mist dans les yeux, voilà, donc de façon pas clean du tout. Donc logiquement, oui, Belair, elle a envie d'un rematch, et de façon clean cette fois-ci. Elle s'en prend à Adam Pearce, sauf que du coup, on se retrouve avec un segment avec le fameux donc échange de ceinture, la nouvelle ceinture qu'on présente à Asuka, qu'on lui met autour des hanches. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors que juste avant, Pearce l'avait mise un peu de côté par rapport à son rematch, lui a dit oui, non, mais on en reparlera. En gros, je te laisse de côté là, mais voilà, je vais y réfléchir. Et là, boum, Charlotte Flair qui débarque, qui fait son grand retour, qui se fait son petit face-off avec Asuka, qui lui fait part carrément de son ambition de récupérer ce nouveau titre là, parce que elle veut collectionner tous les titres, donc forcément, elle voit une nouvelle ceinture, elle a envie de la prendre. Voilà. Du coup, on rend officiel ce match. Adam Pearce rend officiel ce match, qui aura lieu la veille du Money in the Bank, donc ça sera pas Money in the Bank, mais la veille, donc à SmackDown, le match de championnat entre Asuka et Flair, pardon. Et donc, forcément, on a retrouvé plus tard, je crois que c'était la semaine d'après, on a retrouvé une Belair très énervée, qui est venue aussi se confronter à Flair, qui était l'invité du Grayson Waller Effect, et là on a vu, enfin, je suis content depuis le temps que je le demande, peut-être enfin cette amorce de turn, peut-être, de la part de Belair, en tout cas, quelqu'un qui a beaucoup plus de caractère. Là on a beaucoup moins les catchphrases qu'on a entendu 100 fois, et très robotique, là, il a EST of WWE, là on a plus ça. Actuellement on a une Belair qui a du caractère,
qui ne se laisse pas faire. Et là, qu'on a marre d'attendre, parce que là, bon, elle se sent flouée. Elle demande son rematch qui est naturel. Adam Pearce la met un peu en attente. Et Flair arrive, et hop, elle a son match de championnat. Donc évidemment, elles se sont couillonnées. Flair lui dit, oui, mais attends, moi, 14 fois championne du monde, voilà, toi, t'as fait quoi, en gros? T'as fait quoi dans ta carrière? T'es qui par rapport à moi? Donc l'autre, elle lui montre quand même qu'elle a du caractère. Elle lui dit, ouais, attends, je suis quand même la championne au plus long règne de l'ère moderne. Tu me parles pas comme ça. Voilà, et elle se casse. Donc là, enfin de tempérament, de caractère pour Belair, donc ça me plaît, parce que ça faisait longtemps que j'attendais ça. Et peut-être, petit à petit, un changement d'attitude, peut-être le heel turn, on verra, ça prendra peut-être un peu le temps, mais ça me plaît de voir ça, et c'est beaucoup plus le Belair que j'ai envie de voir, et ça permettrait au moins de lui donner un peu un second souffle à son personnage, et ce serait une très bonne nouvelle si on continuait sur cette lancée. Donc voilà, elle est énervée Belair, et donc ça, j'en viens un peu à ce scénario là, un peu fou que j'ai. Donc c'est que le match, en plus, elle voulait être là, elle voulait être aux abords du ring, Belair. Sauf qu'on a eu donc avant-hier à SmackDown, une confrontation entre Belair et Adam Pearce. Donc avec Belair qui est pas contente, hein, toujours. Parce qu'elle va être aux abords du ring, hein, elle va regarder ça. Donc en gros, elle va attendre pour prendre la gagnante. Hein. Sauf que bon, Adam Pearce lui dit. Oui mais attends, le match de championnat là, il se passe quoi si l'une des deux catcheuses s'en prend à toi? Et l'autre elle lui dit forcément je vais pas me laisser faire. Et Adam Pearce lui répond voilà, justement c'est ça le problème. C'est pour ça que je n'ai pas d'autre choix que de te bannir du ring. Voilà, donc il l'a banni. Il bannit Belair du ring pour le match entre Asuka et Flair de SmackDown la semaine prochaine. Mais évidemment, elle le prend pas bien, Belair, et on verra si elle va vraiment respecter cette demande de Pearce. Hein, c'est pas sûr, j'en suis pas si sûr. Et peut-être qu'elle va provoquer un DQ, ce qui serait un peu con, hein, sur le principe, hein, provoquer un DQ, puisque ça ne fait que repousser l'échéance, et provoquer un nouveau rematch entre Asuka et Flair, et du coup elle aura toujours pas son rematch Belair, donc ça serait un peu débile je pense d'intervenir, de provoquer un DQ. Moi à mon avis, si je veux pas être trop conne, je respecte la parole de Pierce et je n'interviens pas, mais en tout cas, le finish du Flair contre Asuka, il peut amener à quelque chose d'énorme, parce que moi je pensais à un finish pas clean, c'est-à-dire un finish contestable ou d'une façon ou d'une autre, un truc qui va pas aller, qui va pas convenir, qui va faire qu'on ait un statu quo. On est encore dans l'incertitude entre Flair et Asuka. Et en fait, on aurait un finish qui permettrait d'ouvrir à un rematch, quoi. C'est-à-dire à un truc double décompte à l'extérieur, les deux sont KO après le compte de 10, du coup il se passe rien, quoi, c'est no contest, ce genre de truc. Du coup un résultat qui est pas net, quoi, qui est pas complètement décisif et qui ouvrirait vers un. Et là en fait, suite à ce résultat, on aurait on nous annoncerait en fait un rematch justement à SmackDown la semaine prochaine, donc une semaine après le Money in the Bank. Le rematch entre Asuka et Flair, voilà, et là on nous annonce ce match la semaine suivante, et là Belair, mais là elle se dit non mais là vous foutez de ma gueule en fait, vous foutez de ma gueule, enfin là elle vient s'en prendre à Adam Pearce encore, elle dit non mais vous foutez de ma gueule. Alors admettons qu'elle soit pas intervenue, elle dit voilà, là je suis resté sagement en coulisses, je suis pas intervenu, j'ai fait ce que tu m'as demandé, là maintenant tu me donnes mon rematch, bordel. Et non mais Pierce n'en démord pas, il lui dit non mais vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, le match il s'est pas fini comme il faut. Il nous faut un résultat clair. Quand on connaîtra la vraie championne, on va dire, quand on aura enfin réglé les affaires entre Asuka et Flair, tu seras la prochaine challengeuse, je te le promets. Point. Et voilà. Et Belair, elle est pas contente, elle se casse. Voilà. Ça c'est pour SmackDown le SmackDown qui va arriver là la semaine prochaine. Ça c'est mon scénario. Et voilà. Et c'est là qu'on arrive à Money in the Bank avec les 6 filles qui arrivent sur le ring. Et au moment où la cloche va sonner, un peu comme Théorie l'année dernière, paf, Belair arrive.
Et là, Belair arrive, et là, elle s'ajoute au Money in the Bank, à la surprise générale, pour venir prendre ce 7ème spot, parce qu'il y a un 7ème spot à mon avis qui va être pris, parce qu'elle en a marre en fait, elle en a marre d'attendre, elle en a marre de devoir être un peu sur le bas-côté, alors que bon, elle vient de battre un record historique. Elle aime pas être un peu un plan de secours ou un plan B, un plan d'attente. Elle va être la numéro 1, elle va être au-dessus de tout le monde, elle est au-dessus de la mêlée. Et puis voilà, elle voudra aussi, je pense, ajouter Flair à son tableau de chasse, puisque c'est la dernière des Force Women qu'elle a pas battue. Donc ça, elle voudrait faire le grand chelem, je pense aussi à un moment donné. Donc il y aura une feud à mon avis entre Belair et Flair qui va arriver. Ça c'est sûr. Donc malheureusement pour Asuka, je pense que son règne ne va pas durer longtemps. Surtout qu'il est déjà assez terne. Elle dit rien. Elle est là une fois sur deux. Là elle s'attaque à Flair. Elle n'était pas là la semaine d'avant. Là elle s'attaque à Flair. Bon, toujours en faisant rien, pratiquement rien. À mon avis, Flair va récupérer le titre et Belair va feuder avec Flair. Je pense que c'est ça, malheureusement. Hein. Porte ceinture pour Asuka. Hein. Malheureusement. Bref, une Belair, voilà, qui va être très vénère. Et qui va arriver, et c'est là que justement ça va appuyer, je pense encore plus cette amorce peut-être de heel turn, parce que là une Belair qui arrive vraiment pas contente, hein, mais vraiment comme on l'a jamais vu auparavant, pour venir chercher cette mallette. Là oui, là on peut parler. Elle viendra peut-être même pas au début, elle viendra peut-être même à la fin, un peu façon Lesnar, face à Ali quoi. Au dernier moment elle s'ajoute. Et voilà, elle vient récupérer cette mallette. Et là, la hit est totale. Et là, le heel turn est quand même bien engagé. Et là, évidemment, bah, s'il y a de Asuka contre Flair numéro 2 une semaine après, bah là, oui, il y a un gros danger pour Charlotte Flair. Hein. Et pour Asuka, enfin en tout cas pour celle qui ressortira championne. Il y aura un gros danger. Hein. Parce que là, Belair va... Et c'est pour ça que je pense que comme actuellement c'est plutôt Flair qui est la face, entre guillemets, Asuka qui est la heel, ouais, bah dans ces cas-là, vu les alignements, ouais, ce serait plutôt pour cacher sur Flair, provoquer la hit et que Belair cash in et qu'on ait la revanche dans un vrai match. Belair championne face à Flair challengers au Money in the Bank, et puis ce qui permettrait artificiellement à nouveau de gonfler les stats, parce que là, si elle prend le titre à Asuka Flair et qu'elle se fait cacher dans la foulée, bah ça fera 15 titres. Elle perd déjà le titre dans la foulée, et hop, l'occasion peut-être de reprendre une 16e fois à SummerSlam, hein, et hop, allez, le fameux 16e titre, comme son papa, et hop, on règle l'affaire. Hein. Ça, ils sont capables de le faire. Hein. Donc voilà, moi c'est mon scénario fou. Ça fait 8 jours que j'y pense, et je le trouve qu'il est en cohérence avec ce qui se passe, vu l'attitude de Belair actuellement, et l'énervement qui est en train, la colère qui est en train de monter, quoi. Donc on verra. Si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Mais si c'est pas Belair, quoi qu'il en soit, il y a un 7ème spot. Je pense qu'il va y en avoir un. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Enfin, je vois pas 6 filles en fait. Reste à savoir qui. Retour, Nia Jax, Piper Niven, une fille comme ça. Mais ouais non. Enfin non merci. Public londonien, tu peux lui donner une anglaise, tu peux faire plaisir, tu lui donnes Blair Davenport, une Zaya Brookside, mais j'y crois absolument pas à tous ces trucs. Pour la pop, tu donnes une britannique, mais ouais, non, enfin non, franchement, non, j'y crois pas, et en termes de storytelling, surtout, on devrait être gâté avec Becky complètement isolée, qui va avoir beaucoup de mal avec Zoe, avec Trish. Et des retrouvailles avec Damage Control, mais en même temps Bayley et Sky qui vont avoir forcément des tensions. L'une va monter, l'autre va monter en même temps. Donc que faire? L'autre va lui dire non mais tu me laisses monter là. Et Bayley va lui dire tu me laisses monter. En gros je suis ta chef quoi. Tu me laisses monter. L'autre à un moment donné elle va péter un câble. Ça va mal se finir quoi. Ça va mal se finir. Et Zelina Vega, voilà, qui sera un peu au milieu de tout ça, un peu bon, en débutant de service. Bon, elle peut faire un petit Hurricane Rana depuis du haut de l'échelle, faire 1, 2, 3 trucs comme ça. Bon, je la vois pas faire non plus quelque chose d'extraordinaire dans ce match. Mais je pense qu'on est vraiment bien en termes de storytelling, et c'est ce qui m'importe, je dirais. Et c'est ça qui est bien. Là, ça peut être vraiment très sympa. Le pronostic, il est pas facile, je trouve. Hein. Il est pas facile parce que justement, il y a cette incertitude autour d'une 7ème participante éventuelle
qui rend du coup le pronostic très compliqué, parce que on ne sait pas s'il va y en avoir une septième. Est-ce qu'ils vont peut-être l'annoncer d'une façon très simple à Raw, par exemple. Ils vont peut-être faire un dernier match de qualif, un last chance match, et puis bon, finalement il y aura même pas de, ça sera de la prise de tête pour pas grand-chose, et puis oh ben voilà, on donne une chance finalement à quelqu'un qui a déjà perdu, ou alors on nous balance comme ça, on nous dit allez, Candice LeRae, hop, terminé. Ouais, non, non, enfin. Non, enfin, faites pas ça comme ça. Donc j'attends plutôt la surprise à Money in the Bank, voilà, et une belle ère. Donc en gros, j'irai deux pronostics finalement. J'ai un pronostic avec les 6 filles et j'ai un pronostic avec les 7 filles. Si c'est les 7 filles, bah je mets Belair, Belair en septième et Belair qui prend la mallette pour en mode énervé pour de la hit, parce que Belair, là aussi, faut le reconnaître, c'est pas non plus je dirais le profil pour porter cette mallette, parce que bon, elle a eu tellement elle était déjà tellement championne, tellement de temps championne que voilà, elle fait partie maintenant du club des filles qui peuvent avoir un match de championnat de façon assez rapide, quoi. Un peu comme une Becky par exemple. Voilà, donc c'est pas forcément quelqu'un qui en a besoin, mais dans je dirais dans un point de vue storyline, d'un point de vue évolution de personnage, moi je trouverais ça intéressant pour Belair de faire ça, parce que ça irait bien dans cette évolution et dans ce côté vraiment énervé, qu'en a marre en fait, et qui va s'élever un peu contre l'autorité, qui va péter un câble et qui va tourner, quoi. Voilà, ça peut être une bonne chose de le faire. Du coup, si elle prend la mallette, je vais pas forcément rager. Je pense que ça fera rager pas mal de fans, hein. Qui vont se dire, oh, elle a pas besoin de ça, elle a été championne des mois et des mois, c'est bon, la place aux autres, etc. Oui, je suis d'accord, mais elle est pas obligée de garder la ceinture, elle est pas obligée de prendre le titre encore pendant un an. Elle peut juste cacher sur Charlotte, avoir la hit, et le reperdre à SummerSlam 3 semaines, un mois après, quoi. Donc voilà, ce sera un petit règne. Et puis point barre, ça suffira. Si ça permet d'intensifier le heel turn et complètement l'amorcer, et bah, ça suffira. Le contrat sera rempli. Enfin, moi, ça me suffit en fait. Moi, je demande pas un nouveau règne d'un an de Belair. Si on est d'accord. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est pour la bonne cause. Puis ça va avec cette rumeur de turn justement, avec elle, avec les Street Profits. Bon, ça on attend. Ça semble un peu long, les Street Profits. On a l'impression que le push de Montez Ford il va jamais arriver depuis le temps. Là, ils sont pas bien, ils perdent contre les Pretty Deadly, ils gagnent pas grand chose. Est-ce que c'est peut-être pour amorcer le turn aussi, on verra. Bon bref, ça on a le temps d'en reparler. Mais en tout cas, voilà, il y a, je pense, une ouverture vers Belair. Et deuxième pronostic, le pronostic avec ces 6 filles seulement, parce que il y a un segment qui est prévu entre ces 6 filles à Raw, hein, le segment classique, hein. Je pense que ça va être le segment où les 6 filles vont être suspendues en haut de l'échelle. Elles vont chacune faire leur promo là, assises à califourchon sur le sommet de l'échelle. Je pense que ça va être ça. Chacune va faire sa petite promo. Et c'est peut-être ça qu'on aura peut-être une surprise à ce moment-là, hein, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on a un segment entre les 6 filles qui est prévu comme ça, une dernière retrouvaille. Ça pourrait être intéressant aussi. Je pense qu'elles vont se bagarrer. Voilà, il faudra builder ça une dernière fois. Et le pronostic avec les 6 filles, il est pas facile, mais j'exclus Bayley et Becky qui pour moi donc on n'en a pas besoin. Voilà, c'est des force women, multi-championnes, etc. Elles n'ont pas besoin de ça. Et en plus, elles sont impliquées dans des grosses storylines. Enfin, des grosses storylines. Elles ont en tout cas une rivalité qui est quand même plutôt bien établie, je dirais. Avec Becky, là, qui a largement de quoi faire, avec Trish et Zoe Stark. Et il y a quand même pas mal d'ouverture pour SummerSlam. Soit un rematch contre Trish, avec Zoe Stark, par exemple, qui est bannie du ring. Un match contre Zoe Stark elle-même. Ou un match tag, où on pourrait rajouter il y a Lita pour le retour, et avoir Lita et Trish cette fois-ci face à face, ce qui pourrait aussi provoquer un petit moment sympa pour la nostalgie, voilà, avec des confrontations entre Lita et Trish, même si on est d'accord, in-ring ça va pas être la folie, mais c'est plus pour le côté un peu paillette qui pourrait bien convenir à SummerSlam, quoi. Voilà. Voilà, un truc comme ça. Donc je pense qu'il y a de quoi faire pour occuper Becky sans qu'elle ait besoin d'avoir une mallette avec elle. Donc voilà. Et
j'irais plus ou moins une feud, mais bon, c'est pas vraiment, c'en est pas encore vraiment une, mais Bailey avec Io Sky, mais on sent que ça commence à se développer, quoi. Donc là aussi, il y a quelque chose qui se trame, et je pense qu'elles peuvent s'affronter à SummerSlam aussi les deux. On verra aussi. Faudra pas non plus, hein, il pourra pas non plus y avoir trop de matchs féminins à Money in the Bank, hein, parce qu'il y a aussi les matchs de championnat qu'il va y avoir. Hein. Donc, il pourra pas non plus mettre trop de matchs. Ou alors, ils vont mixer tout ça. Si ça se trouve, ce Money in the Bank, il est fait pour mixer tout ça et peut-être avoir Becky avec Io Sky, Elita, par exemple, pour affronter Bayley, Trish et Zoe Stark. Et voilà, avoir un 3 contre 3. Bon. Encore un match multi-women pour Becky. Bon, ça rappellerait un peu WrestleMania. Bon, c'est pas... C'est un peu encore à l'attente, quoi. C'est encore de l'attente pour Becky, mais ça pourrait se raconter. Avec cette fois-ci une Io Sky Face, hein, bien sûr. Hein. Une Io Sky Face. Ça peut se raconter. Voilà, moi je serais pas contre. S'il faisait ça, bon, pourquoi pas. Si c'est pour mettre encore Becky dans l'attente, en attendant son fameux match face à Rhea Ripley, bah pourquoi pas. Voilà, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Et tandis que Rhea Ripley, elle sera occupée avec Raquel. Voilà, ça c'est mon chrono. Donc voilà, c'est pas. Alors j'ai toujours pas fait mon pronostic du coup dans le cas de figure où il y aurait 6 filles. Si on a ces 6 filles, je vais quand même tenter Io Sky, parce que, comme je l'ai mis dans ma vignette quand même, c'est l'ombre d'un doute. L'ombre d'un doute, où j'ai affiché notamment le visage donc, de LA Knight, mais le visage de d'Io Sky. Parce que, oui, ça serait ma favorite. Si on reste sur ces 6 filles-là, ça serait ma favorite. Mais avec donc c'est l'ombre d'un doute parce que il y a cette incertitude qui plane, on sait pas si il y en aura une 7ème, le scénario peut être complètement différent, il peut se passer plein de choses. Bayley, est-ce qu'elle va pas causer la défaite de Sky alors que Sky était pratiquement en train de prendre cette mallette. Bayley cette fois-ci finalement elle lui dit non et lui repousse à faire tomber l'échelle. Enfin, il peut se passer plein de choses. Hein. Il peut se passer plein de choses, et donc c'est incertain. Mais pour moi, elle a le bon profil. C'est aussi une des grandes chouchoutes de Triple H. Donc il l'adore, Io Sky. Et elle a pas eu grand chose, hein, il faut le reconnaître. Voilà, elle a pas eu encore beaucoup d'exposition. Elle s'est un peu fondue là dans ce Damage Control qui a été quand même un grand échec. Là, elle a eu enfin une belle exposition. Du côté de Backlash où elle a pu faire un bon match, un très bon match même, je dirais contre Belair, qui était cool. La fin un peu overbooké, mais voilà, pour moi, ça se racontait. Mais le match était bon, était de qualité, et avec une Io Sky qui était bien over d'ailleurs à Puerto Rico, on s'en souvient. Donc, je pense que c'est le bon profil pour avoir la mallette. Voilà, c'est la fille, elle est populaire. C'est une très bonne catcheuse, une très bonne performeuse, et c'est un visage neuf surtout, quelqu'un qu'on a peu vu finalement, pas beaucoup vu encore dans le main roster, c'est pas encore quelqu'un d'établi. Alors oui, évidemment, elle a des carences au micro, hein, c'est pas son fort, et c'est pas trop ce qu'on attendait d'elle en même temps. Mais c'est pas forcément un problème pour être championne. Hein. On a le droit on peut être championne sans briller au micro, hein, ça c'est déjà vu. Mais ça pourrait être je dirais un bon profil pour être Miss Money in the Bank. Donc j'ai envie de lui donner ce ticket là, ce gros ticket, ce ticket vers la gloire. Quitte à continuer sa feud avec Bayley, hein, ça n'empêche pas, elle peut continuer de feuder avec Bayley et d'avoir la mallette en main, hein. Provoquer un peu de jalousie, voilà, et là avoir le turn justement, avoir Bayley qui se retourne contre Io Sky, hein, selon le scénario qu'il y aura eu, en weekly, Bayley qui se retourne contre Sky, elle la détruit à coup de mallette, par exemple. Elle se sert de sa mallette pour la frapper avec, ou je sais pas, elle l'embarque, elle la vole, elle la fout à la mer, quand ça rappelle des souvenirs du passé, ça. Je sais pas, on peut raconter quelque chose autour de la mallette, entre Io Sky et Bayley, voilà, et faire une feud autour de la mallette. Pourquoi pas un match alors, avec la mallette en jeu, hein, ça pourrait arriver jusque là, hein. Bayley qui pourra peut-être récupérer la mallette. Bon, ça serait un peu cruel, j'espère qu'on va pas nous faire ça, mais voilà, avec le Miz et Otis, voilà, on l'a eu ça, hein, par exemple, hein, dernièrement. J'espère qu'ils le feront pas, ça serait dégueulasse, mais je pense pas que ce soit le genre de Triple H de faire ça. Donc si on lui donne la mallette, je pense que c'est pour en faire quelque chose et vraiment gagner un titre. Et comme on est à SmackDown, peut-être prendre plutôt un titre à une championne heel. Donc la championne heel, Asuka, mais bon, évidemment on a envie de la voir, c'est Asuka Io Sky.
Elles se sont confrontées encore en japonais dernièrement. Ça rappelait le segment qu'elles avaient eu à Raw il y a quelques mois. Voilà, c'est assez drôle. C'est un match qu'on attend. Mais peut-être que malheureusement, Asuka, son règne va être court. Flair va passer par là. Belair aussi. Et hop. Et finalement, ça pourrait être peut-être l'occasion pour Io Sky de cacher sur Belair. Avec une Belair heal. Et voilà. Et là, on a une Io Sky qui hyper over. Avec une grosse réaction du public. Voilà, j'ai caché sur Belair, celle qui nous fait chier là depuis plusieurs semaines là. Et voilà. Et là, on peut avoir peut-être un rematch entre Belair et Io Sky. Le rematch de Backlash. Voilà, qui serait cette fois-ci favorable à Io Sky. Qui pourra enfin s'envoler, hein, sans jeu de mots, de ses propres ailes, quoi. Et voler de ses propres ailes. Voilà, donc voilà, ça c'est mon petit prono. Donc Io Sky pour moi pour la victoire parce que elle me semble bien placée par rapport aux autres et les autres qui ont des voilà, il y a des feuds, il y a des histoires. Vega j'y crois pas. Zoe elle vient d'arriver, voilà, c'est la petite protégée d'Autriche maintenant. Bon, il faut qu'elle prenne du galon, faut qu'elle prenne une expérience. Voilà, il y a encore tout à apprendre encore. Enfin, pas in-ring, hein, in-ring elle a des bonnes qualités, mais faut qu'elle apprenne encore dans le main roster. Trish elle est pas là pour ça. C'est pas, ça sera pas, elle a pas le profil pour avoir la manette. Et Bayley, bon bah voilà, je pense qu'elle va feuder avec Io Sky et puis elle va bien la mettre over. Mais elle aura pas la mallette. Voilà, ils vont peut-être faire un match entre les deux, mais pas plus que ça, quoi. Autour de la mallette, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, victoire d'Io Sky. Et puis bah, si on rajoute une septième, la septième risque d'être bien placée. Malheureusement, et ça sera peut-être Belair selon le scénario que j'ai expliqué, voilà, qui est assez long, mais voilà, au moins j'ai pu m'étendre sur ce qui pourrait se passer. Et on va passer maintenant au match suivant, le Money in the Bank cette fois-ci masculin, avec cette fois-ci 7 participants, et on n'en aura pas d'autres, enfin j'espère pas quand même, mais là je pense qu'on est au complet. Damien Priest, Butch, Santos Escobar, LA Knight, yeah, Nakamura, Logan Paul et Ricochet. Voilà, bon ben Logan Paul c'était un peu la surprise puisqu'on avait jusqu'à maintenant 6 hommes qui étaient passés par les qualifs, tous. Et Logan Paul qu'on avait annoncé de retour à Raw chez lui à Cleveland, eh ben lui il est carrément monté sur une échelle. Il s'est mis dans la pénombre et puis il a annoncé tranquillement. Voilà, moi j'ai demandé, bah, voilà, je participe au Money in the Bank. Voilà, tranquillement, à la cool, sans rien demander, sans rien faire. Ricochet évidemment est intervenu pour parler de ça justement. Alors qu'il lui dit ouais je te rappelle qu'au au Royal Rumble bah, c'est moi qui t'ai fait provoquer le buzz quand même, hein. On se rappelle de la collision entre les deux, hein, cet énorme spot là de Rumble. Bah oui c'est vrai, il a quand même Ricochet, il a quand même bien mis en avant Logan Paul dans ce spot, hein. Ça c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Et donc bah voilà, bah, c'est de la hit, hein, c'est de la hit, Logan Paul qui participe sans rien foutre au Money in the Bank. Le plateau est complet du coup, on a 3 hommes d'Euro, 3 hommes de SmackDown et un espèce de c'est un part-timer voilà qui tourne un peu autour de tout ça. Bon voilà, je pense que le plateau est complet, on va pas rajouter un huitième, ça fait trop. Et là je veux pas de nouvelles couillonnades là, c'est bon. Voilà, ne fais pas ça Triple H. Si tu nous fais une surprise, fais-la chez les femmes. Voilà, fais-la bien. C'est surtout cette surprise, hein, ça fait pas n'importe quoi. Mais le plateau, bah là encore une fois, il me plaît. Il me plaît même encore davantage que pour les filles, parce que pour les filles, bon, il y a encore il y a quand même du Trish, du Becky, du Bayley qui n'ont pas besoin de ça. Voilà, qui sont quand même, il y a quand même des filles qui n'ont pas besoin de ça. Autant là, les 7, bah franchement, ils ont tous leur mot à dire. Hein. Je trouve qu'ils ont tous, ils pourraient tous être des bons porteurs de mallettes, quoi. Alors Nakamura, voilà, c'est un peu plus un vétéran. Voilà, il y en a qui sont plus tout jeunes. Hein. Même Priest est plus tout jeune, Escobar est plus tout jeune, Elena était plus tout jeune. Hein. Il y en a qui ont quand même pas mal bourlingué déjà. Mais en termes de visage, de fraîcheur surtout dans le main roster, là, on est bon là. On est bon au niveau fraîcheur. Là, on n'est pas sur sur les mêmes visages depuis des années. Les chouchous de Vince qu'on a vu 100 fois, à chaque Money in the Bank. Voilà, là, on sort de ces visages-là. Et là, on peut une opportunité à quelqu'un qui est pas dans l'upcard, quoi. Là, c'est pas de l'upcard, là, tout ça, c'est de la midcard, donc on est bien. Pour moi, c'est des bons profils de participants au Money in the Bank. Et donc des bons profils de vainqueurs potentiels, quoi. Donc moi, ça me va bien. Ricochet, Logan Paul, je pense qu'ils vont être encore là pour faire le show et provoquer le buzz et nous faire encore un spot de malade. Je pense qu'ils ça a tellement bien fonctionné au Rumble ce qu'ils ont fait que je pense ils nous préparent un énorme truc.
c'est évident. Ricochet, de toute façon, maintenant, on va le mettre, on va le voir pratiquement à chaque Money in the Bank parce qu'il est là pour les spots et pour la voltige et pour nous faire des manœuvres de dingue et plonger sur tout le monde. Ça fonctionne très bien. Le public va être en feu, hein, surtout qu'on est à Londres. Donc ça va bien fonctionner. Et Logan Paul, je m'inquiète pas. On a vu ses capacités athlétiques. Il va nous faire aussi quelque chose de bien, quoi. Il va peut-être même qu'il va encore faire un frog splash sur une table. Il va va encore se prendre en selfie. Voilà, il va nous faire un gros truc. Mais peut-être un truc qui va se passer entre Logan Paul et Ricochet. C'est peut-être une feud à venir. Pourquoi pas pour SummerSlam, puisque bon. Logan Paul, je pense qu'il va vouloir un match à SummerSlam, hein, ça c'est sûr. Et peut-être que sa feud va être contre Ricochet, hein, et que cette interaction qu'on a eue lundi, elle n'est pas le fruit du hasard. À voir. Voilà. Moi je verrais bien ça d'ailleurs. Hein. Voilà. Et puis les autres, voilà. Butch, il est un peu dans son. Il va être à domicile. Il va se prendre une grosse pop, Butch. Hein. Apparemment, il est déjà chez lui, il est déjà à Londres, hein. Il est déjà en Angleterre. Butch, il est prêt, là, il est chaud. Il va avoir une grosse pop. Escobar, très bien, lui donner ce spotlight pour la LWO et voilà pour avoir aussi autre chose, un peu que Rey Mysterio. Bon, on connaît Rey Mysterio, mais voilà, Escobar, là, il va avoir une belle exposition, c'est très bien. Et il va nous faire encore aussi de belles manœuvres, de lucha libre, et ça va être super. Nakamura, c'est plutôt le taulier, voilà. Bon, il va pas gagner le match, hein, on peut le dire tout de suite. Maintenant, il y a une espèce de feud un peu bizarre là, avec Nakamura, Ricochet et Bronson Reed. Bon, les deux affrontent Reed, l'un veut battre l'autre, l'autre intervient. Il y a du DQ, mais bon, finalement. Il y a de la tension, de friture sur la ligne entre Ricochet et Nakamura, puis finalement Reed arrive à gagner. Voilà, bon, je sais pas ce qu'on veut faire là. Est-ce qu'on veut faire un Nakamura Ricochet? Je sais pas trop vers où on va aller avec ça. Peut-être que ça va conduire à donner un title shot pour le titre intercontinental à celui qui gagnera cette mini feud. Je sais pas, c'est assez bizarre. Bronson Reed, il trouve que c'est injuste de pas être qualifié, de pas être là, alors que les autres, ouais, ils ont leur spot, etc. Bon, après, en même temps, Nakamura, il avait battu Reed, hein, à la base. Hein, bon, Reed, il avait qu'à se qualifier, hein, voilà, comme les autres. Hein. Mais voilà, peut-être une intervention possible de Reed qui pourrait démolir les deux, là, Nakamura et Ricochet. Voilà, par vengeance, c'est quelque chose d'envisageable, peut-être pour Bronson Reed. Damien Priest, c'est bien aussi, on lui donne une petite exposition sympa, parce que bon, c'est vrai qu'il a perdu le match de championnat contre Rollins, donc là, on lui donne cette opportunité. Il a battu quand même Riddle. Donc voilà, ça c'est bien pour lui, ça me semble logique, de façon à faire avancer l'histoire entre Gunther et Riddle, donc en parallèle, donc ça c'est bien. Gunther Riddle qui est pas annoncé d'ailleurs, on verra, ça fera peut-être un 7e match potentiel, on verra s'ils vont l'ajouter, ça serait bien. Et je suis mis d'ailleurs un pronostic très très rapide, victoire de Gunther pour ma conservation du titre par Gunther, si Gunther affrontait Riddle, ce qui pourrait rappeler les grandes heures de la Progress, ou même de l'Evolve, où c'était affronté, voilà, ça pourrait être un clin d'œil par rapport à l'Angleterre, entre Gunther et Riddle, qui se connaissent bien, quoi. Voilà, en tout cas, ça serait un très bon match. Voilà, donc c'est bien pour Priest, c'est bien pour Butch qui sera à domicile, c'est bien pour Escobar, et voilà, je finis avec LA Knight, yeah, qui de plus en plus over, c'est incroyable, hein, c'est l'un des seuls heels actuellement à la WWE qui a autant d'overness, quoi. C'est le public marche bien, les catchphrases, LA Knight, yeah, ça fonctionne très très bien. Là, on commence à voir qu'il y a quand même un gros potentiel et un qualité au micro indéniable. Il arrive à captiver les foules avec son micro. Il a une présence, et il a un physique, il a une gueule. Voilà, il n'a pas un catch extraordinaire, hein, il n'a pas un catch flamboyant, il est assez, je dirais, assez basique même, assez old school dans son style, mais il compense par tellement d'autres choses que je le verrais très très bien j'irais un champion mid-card, voire plus peut-être, on sait jamais. Mais bon, comme là il est relié à SmackDown, donc là ça paraît impossible d'aller chercher Roman Reigns. C'est pas LA Knight, même s'il il sort une bonne overness, mais c'est pas LA Knight qui va détrôner Roman Reigns, faut arrêter de rigoler. Et comme en plus Michael Cole l'a rappelé quand même aux commentaires, hein, il y a quelques temps, il l'a rappelé aux commentaires, et je pense que c'est pas innocent de le dire, il l'a bien rappelé que maintenant, l'homme à lettre, hein, le contrat Money in the Bank, hein, on peut le cacher sur n'importe quel titre finalement. C'est complètement ouvert. Donc s'il veut se ramener à NXT, il se ramène à NXT. Hein. S'il veut cacher sur Carmelo Hayes, il le fait. Hein.
Donc ça ouvre maintenant à beaucoup plus de possibilités maintenant, parce qu'avant on se disait bon bah quel champion poids lourd il va choisir quoi. Non, il y a pas que le titre poids lourd maintenant. On a vu Theory qui avait tenté de le faire sur Rollins, qui était champion US, voilà, et ça a échoué. Et voilà, donc maintenant on peut le faire sur tout le monde et on continue sur cette logique-là. Donc moi LA Knight, voilà, je le dis, je l'ai mis aussi sur mon visuel avec en compagnie d'Io Sky, avec toujours entre guillemets l'ombre d'un doute, mais parce que il n'y a jamais de certitude à 100% là dans ce style de match, mais c'est l'overness là qui prévaut là pour moi. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud quoi, et j'espère que Triple H va l'entendre et il va en profiter. Parce que là, il va être super over encore. Là, à Londres, ça va être génial. Et il va être super bien accueilli. Et il y a plus qu'à là. Il y a plus qu'à. Le plat est servi, le plat est chaud. Faut le manger maintenant. Il faut le manger. On a tous là nos couverts en main et on est prêt à le déguster là. Il faut pas le laisser refroidir maintenant. Donc il faut y aller. Là, j'ai ma serviette, je suis prêt là, je suis chaud, j'ai faim. Donnez-moi LA Knight, donnez-moi la mallette, donnez la mallette à LA Knight quoi. Il est chaud ça serait. Alors non, je vais pas lui donner un cash-in sur Reigns, non, ça faut arrêter d'être fou. Mais un cash-in sur Theory, ça serait parfait pour moi. Parce que Theory, en plus, on le voit pas beaucoup ces derniers temps, il est un peu discret. Son titre US là, son règne, il est pas terrible actuellement. Hein. Il est discret, on le voit pas beaucoup là. Il a rien, il a pas de feud, donc c'est le moment. C'est le moment de peut-être de passer un nouveau champion là. De cacher sur Theory. Theory aussi qui était aussi quand même quelqu'un qui provoque une bonne hit. Hein. Je parlais de Mysterio tout à l'heure, mais Theory c'est pas mal non plus. Mais je pense que Dominique c'est encore un niveau au-dessus. Mais l'une des bonnes machines à hit aussi. Alors évidemment il y a Roman Reigns, mais ça là, évidemment c'est évident. Mais sinon il y a Theory quoi, qui fait partie je dirais du top 3 des machines à hit actuellement. Donc tu fais le cash-in sur Theory, bah c'est banco, c'est la pop assurée. Évident. Et puis tu mets Knight là-dessus. C'est l'explosion. C'est Dolph Ziggler sur Alberto Del Rio là. C'est l'explosion totale. Donc voilà, donnez la mallette à LA Knight, donnez-nous un gros feel good moment il va être super au micro, il va être super avec sa mallette et en promo. Il va nous vendre ça aux petits oignons il va pas cacher tout de suite. J'espère qu'ils vont un peu donner un petit peu un peu de temps, voilà, un peu d'attente. Faire miroiter un cash-in, voilà, il a le temps, hein, c'est toujours sur le principe, t'as 1 an pour le faire, donc bon, pas besoin de se précipiter non plus. Hein. Même si voilà, Théorie, effectivement, là c'est un peu creux là sa période actuelle, donc c'est peut-être le moment de cacher dans pas trop longtemps et d'aller vers lui quoi. Bon, je vois pas changer de crèmerie, je vois pas le voir partir à Raw. Je veux pas le voir caché sur Gunther, non, surtout pas. Rollins, non, parce qu'il est trop over. Faut pas mettre un makeover sur un makeover quoi, c'est pas non. Knight il faut le mettre sur un mec un champion à hit quoi. Un champion à hit ça serait très bien. Donc un champion à hit Theory, voilà. Et puis un titre qui lui convient en mid card, ça sera très bien pour LA Knight. Donc moi je lui donne ça, je lui donne la victoire, c'est le favori actuel, il faut le reconnaître, c'est le seul favori. Je vois pas de 8e homme hein, cette fois-ci, on va pas nous refaire le coup de l'année dernière. Là, je pense que s'il y a une surprise, ce sera plus du côté des femmes. Mais là, du côté des hommes, on est au complet. Les autres, je les vois pas gagner. En fait, je les vois pas. C'est encore trop juste. Et alors oui, Logan Paul, ce serait bon pour la hit. Ça, c'est sûr. Mais c'est un problème parce que c'est un part-timer. Et le Money in the Bank, c'est pratiquement l'assurance d'être champion. Pratiquement, parce qu'évidemment, on se rappelle que Theory l'a foiré l'année dernière, mais c'était spécial. Mais tu vas pas donner un titre à Logan Paul, quoi. Tu peux lui donner le titre champion des États-Unis, par exemple, mais bon, là, enfin non. Je veux dire, le mec, il va être là de temps à autre. Il est trop part-timer, Logan Paul, donc tu peux pas donner un titre à un part-timer comme ça. Non. On l'a eu avec Lesnar et déjà, c'était compliqué. Non, faites pas ça. Logan Paul ce sera très bien pour les spots, ça va être uniquement pour ça, je l'espère, pour avoir des interactions avec Ricochet qui vont être super cool, et point barre, voilà. Et quand même
peut-être le plus gros adversaire de LA Knight, ce serait Damien Priest, qui quand même, on sent qu'il y a peut-être quelque chose, ses tensions avec Finn Balor, donc peut-être qu'il va s'affranchir du Judgment Day, peut-être retourner face, on sait jamais. Bon, j'y crois pas des masses, mais bon, là, il est quand même pas dans une super pente, parce que là, il a quand même perdu contre Rollins. Alors, c'était un peu protégé, hein, il était un peu déconcentré, mais il avait quand même perdu contre Rollins sa chance au titre. Il a pris le pin dans le 3 contre 3 cette semaine. Le Judgment Day contre Kevin Owens, Sami Zayn et Cody. Cody a fait le Crossroads sur Priest. Ouais, ça quand même fait beaucoup là. C'est pas le genre de booking favorable à un futur porteur de mallette, quoi. Et encore moins un futur champion. Parce que bon, être porteur de mallette, c'est pratiquement être porteur d'un titre à l'arrivée. Hein. Donc bon, c'est pas trop un booking favorable pour Priest. Donc j'y crois pas des masses, mais ça reste quand même pour moi l'adversaire principal de LA Knight. Logan Paul peut-être, mais ce serait pour moi un mauvais choix. Un bon choix pour la hit, mais un mauvais choix en termes de booking derrière, quoi. C'est pas, non, je veux pas qu'on donne ça à une mallette, à un pas de timer, quoi. Non, certainement pas. Je serais pas content. Et il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et le fer qui est chaud actuellement, c'est LA Knight, évidemment. Voilà, et il a pris une victoire importante contre Rey Mysterio, une belle victoire, hein, qui est peut-être pas le fruit du hasard, hein, parce que apparemment c'était pas le match qui était prévu aussi pour LA Knight. Hein. Encore un match qui a été annulé, enfin qui a été modifié. Je crois que c'était un triple threat, et puis ils en ont fait un match Rey Mysterio contre Priest, Rey Mysterio contre LA Knight, qui sort de nulle part, et victoire quand même de LA Knight. Donc c'est peut-être un signe, c'est peut-être quelque chose, voilà, pour lui donner un peu de momentum. Parce qu'il avait quand même perdu contre Escobar une semaine avant. Donc bon, c'était pas terrible. Et c'était fait pour un peu leur donner quand même un peu un nouvel élan avant Money in the Bank. Voilà, donc ça peut être pas mal. Ça pourrait être un signe pour un signe positif pour LA Knight, quoi. Voilà, donc je vais y aller avec lui. Je peux encore changer d'avis pendant la semaine, hein, un peu comme pour les filles. Mais j'irai pour l'instant vers lui. Pour moi, ça serait le meilleur choix. Et on va finir avec le main event. Enfin, je pense que pour moi, ça va être le main event. Le Bloodline Civil War, Roman Solo contre les Usos, une superbe affiche. Hein. On voit que l'affiche elle est pas comme les autres, hein, elle est complètement différente. C'est presque une affiche de film avec une tagline Who will be the ones? Voilà, qui seront les seuls, les uniques qui vont finalement sortir la tête hors de l'eau, qui va ressortir un peu fort de tout ça. Donc ça de la Bloodline, ça y est, c'est explosé. On l'a vu. Encore des très bons segments, ça s'est bien raconté, des teasings, des twists, des surprises à l'arrivée. Voilà, on croyait que ça allait péter entre les Usos. Eman et Reigns étaient en train de boire du petit lait parce qu'ils voyaient que les frères là qu'ils avaient bien manipulé, ils étaient en train d'exploser tous les deux. C'est exactement ce qu'ils cherchaient à faire, sauf que finalement, Jake était en train pourtant de houspiller son frère. Dernièrement, finalement, il disait voilà, là t'es out de la Bloodline. Et ben, moi aussi. Voilà, moi aussi je suis out de la Bloodline. Super kick, un peu surprise sur Reigns. Et là, ça explose. Et voilà, ils libèrent enfin leur chaîne. Et ça y est, les Usos sont face. Les Usos ont enfin compris. Ils sortent de là. Et là, ils ont fait une promo assez face, assez old school finalement dans leur style, hein. Welcome to the Usos Penitentiary, qu'on n'avait pas entendu depuis un petit moment, et une intervention sur Solo qui venait vraiment de mettre KO Sheamus là dans le main event de SmackDown. Donc ils sont arrivés, super kick sur Solo. Voilà, ils arrivent en face, ils font le save, ils s'en prennent à leur propre frère quand même. Et voilà, donc là on a une Bloodline complètement détruite et pétée en deux. Et donc cette officialisation de match la semaine dernière, le Bloodline Civil War, donc c'est un peu la tagline du match. Est-ce que c'est seulement une tagline ou est-ce que c'est aussi une stipulation? C'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce que c'est pas finalement une espèce de street fight déguisé, un espèce de match tornado où il n'y a pas de changement, les 4 hommes peuvent être un peu n'importe où, autour du ring, dans le ring, à se foutre sur la gueule, à aller dans le public, avoir une vraie guerre de sang finalement. Moi j'aimerais bien. Hein.
si c'est ça, moi je signe, hein. Moi j'aime bien ce genre de bagarre comme ça, un peu dans les tribunes, un peu partout. On détruit la table des commentateurs, on va aller jusque dans la rampe, on va rechercher des armes, on fait des gros spots, voilà, avec un gros storytelling, avec évidemment un peu d'overbooking, voilà, tout ça quoi. Ça peut être vraiment un match très cool, et ça peut être bien pour finir le show, même si on est plutôt sur une habitude de finir le Money in the Bank par le Money in the Bank masculin. Ça dépend de ce qu'ils voudront raconter, hein, parce que s'ils veulent, je sais pas, si ils veulent finir avec le Money in the Bank, peut-être un truc un peu surprise, un Finn Balor qui aura mal encaissé sa défaite contre Rollins, qui viendra s'en prendre à Damien Priest, qui va ramener JD McDonough, qui va peut-être aider Damien Priest à gagner ou à perdre, qui fera tomber l'échelle. Bref, s'ils veulent faire un truc un peu choc, bon bah voilà, faites ça pour finir le show. Mais bon, là, vu la storyline, bon, le Bloodline domine tout, quoi. Donc, je vais mettre ça à la fin, moi. Je mettrai ça à la fin. Et moi, je mettrai ça en ODQ, quoi. Moi, je ferai pas un tag match là-dessus, quoi. Parce que là, l'histoire, elle est trop intense. Il y a trop de hits, il y a trop d'inimitié, il y a trop de choses là, trop de rancœur. Et il faut lâcher ça, quoi. Faut lâcher les chevaux, quoi. Et tu finis le show comme ça, c'est parfait. Voilà. Moi, je mets ça à la fin, quoi. Et voilà, bon, bah, le contexte, il est clair, voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Pour l'instant, là, les Usos ont libéré leur chaîne, ça y est, enfin. Bien aidé quand même par Sami Zayn, hein, notamment, qui croisait de temps à autre Jey Uso, sans rien dire. Voilà, il avait tout dit. Hein. Je disais, il avait l'air de dire à Jey, bon, tu vas faire le bon choix, hein. Je sais que tu vas faire le bon choix. Voilà, sans se parler, c'était un peu ça qu'il disait. Et il l'a fait le bon choix. Ça y est, il l'a fait. Donc voilà, c'est une guerre fratricide, ou en tout cas une guerre de famille qui va être super en termes de storytelling. Le résultat, il est pas si évident. Moi, à l'heure actuelle, je peux encore changer, mais moi, je vais y aller avec les Usos. Je vais avec les Usos parce que je trouve que c'est plus simple de raconter l'histoire derrière dans la route vers SummerSlam avec les Usos vainqueurs que dans le sens inverse, parce que je pense que si les Usos gagnent et qu'on nous raconte une bonne histoire avec une bonne misco là, la bonne misco entre Reigns et Usos, entre Reigns et Solo, pardon, Reigns et Solo, avec Reigns qui part pour un Superman Punch et esquive et boum, c'est Solo qui prend le Superman Punch, ou qui va se prendre le Spear par exemple, après une esquive d'un des Usos, et que derrière les Usos en profitent pour gagner. Voilà, là je vois bien ce genre de choses. De toute façon, Reigns va pas prendre le pin, hein, on le sait bien. Donc le seul qui peut prendre le pin dans ce match, en tout cas du côté des heels, bah, c'est Solo. Voilà, il en a déjà pris. Voilà, même s'il est booké fort actuellement, c'est le mec hyper dangereux là de la Bloodline là actuellement. Là, il a mis KO Sheamus, il fait un Samoan Spike gratuit à Hollande, qui a très bien vendu ça d'ailleurs, il est complètement étouffé. Bref, là, il est très dangereux. Donc, waouh, ouais, c'est vrai que ça a l'air compliqué de le battre, mais bon, il a perdu contre Cody avant Mania, voilà, il peut perdre, hein, et puis ça dépend du scénario. Si c'est suite à un Spear de Reigns ou un Superman Punch de Reigns, ça va, c'est crédible. Il peut. Si derrière les Usos capitalisent, des super kicks, double Uso splash, voilà, bah c'est bon. Ou un 1D, c'est bon, c'est crédible. Ça suffira, s'il se prend 2-3 finishers à la suite, c'est bon. Donc le scénario va beaucoup aider, et je pense que bah moi j'irais bien, parce que je pense à la suite, je pense à SummerSlam. SummerSlam, c'est l'un des pay-per-view majeurs de l'année. Je vois pas Reigns ne pas défendre son titre, quoi. Donc je pense qu'il lui faut un adversaire, et je vois Solo. À l'heure actuelle, pour moi, c'est Solo qui est le mieux placé pour affronter Reigns à SummerSlam. Pas forcément pour lui prendre le titre, mais pour être crédible comme adversaire, pour être le plus dangereux, bah, c'est le mec qui est à côté de lui depuis le début, enfin depuis de nombreux mois, c'est lui finalement le plus dangereux. J'avais pensé à Sheamus, hein, vu ce qui s'est passé à SmackDown. Ouais, Sheamus qui veut se rendre justice lui-même. Bon, le problème c'est que là il a été mis KO par Solo, quoi. Donc j'ai du mal à me dire, ouais bon, adversaire de Reigns, le mec il s'est quand même fait mettre KO par le bras droit, par Solo, donc bon. Ouais, Reigns, Sheamus, ouais, ce serait frais, hein, moi j'aimerais bien, mais bon, je crois que c'est pas son moment à Sheamus là. Je pense que c'est pas pour lui.
Là, j'y crois pas trop. Donc, moi, le seul mec que je vois derrière, c'est Solo. C'est Solo. Donc, oui, les Heels pourraient gagner. Et derrière, se dire, bon, voilà, on a battu les Usos. On a montré qu'on était The Ones. La vraie Bloodline, c'est nous. Moi, je suis le head of the table. Toi, je te fais vraiment je considère comme mon right hand man, Solo. Voilà, tu prends du galon un peu là. Et puis derrière, bon, peut-être le mec qui va libérer ses chaînes. Mais bon, faudrait expliquer pourquoi. Faudrait un peu justifier ça. Moi, je le justifierais plus facilement après une défaite. Et après une misco, notamment. Voilà, les Usos qui pourraient provoquer ça. La misco. Victoire des Usos derrière. Du coup, qui vont prendre un peu je dirais à nouveau un peu de momentum, parce que c'est vrai que là ils étaient un peu sur la pente descendante, à pas vouloir perdre les titres contre Kevin Owens et Sami Zayn, pas réussir à les récupérer, une défaite même honteuse, ouais quand même contre Mysterio et Escobar là aussi, là ça va pas quoi, les Usos perdent pas mal, donc pour moi ça serait logique du coup qu'ils se reprennent une belle victoire, et ce serait tout un symbole qui regoute à la victoire face justement à leurs anciens potes quoi, de la Bloodline. Voilà, et tout en provoquant encore une cassure et peut-être une destruction totale de la Bloodline, avec les segments qui iront avec, hein, évidemment, parce qu'on a un mois derrière pour builder SummerSlam. Solo, Reigns, des explications par rapport à la Misco, Solo qui est pas content, les Usos qui vont finalement, c'est tellement, ça s'écrit tellement bien. Qu'on pourrait voir les Usos venir voir Solo, leur frère, hein, quand même, leur vrai frère, un peu comme Sami Zayn avait fait en allant voir Jey Uso et en essayant de le remettre dans le droit chemin, et ben faire pareil. C'est là qu'on verrait la qualité d'écriture à nouveau jaillir. C'est les Usos qui viendraient voir leur propre frère pour un peu le remettre aussi dans le droit chemin quoi. Et lui dire non mais arrête, tu es en train de te faire manipuler comme nous il nous a manipulé en fait. Tu es notre frère. Alors tu préfères ton cousin à tes frères. C'est ça en fait. C'est ça. T'es en train de te faire manipuler. Voilà, c'est tout. Et t'as Paul Heyman derrière aussi qui te manipule. Bref, arrête, libère tes chaînes. C'est le moment de se révolter quoi. Et de faire exploser définitivement cette bloodline. Et d'isoler Roman Reigns. Il a jamais été aussi proche d'être isolé. Alors voilà, prends la bonne décision quoi. Et voilà, en train de faire un peu de mind game là, d'essayer de raisonner leur propre frère, ce qui rappellerait donc à l'époque où Jey Uso se faisait aussi un peu remettre dans le droit chemin par Sami Zayn en coulisses. Ça serait parfait en écriture, parce qu'on aurait des clins d'œil encore, des retrouvailles un peu de choses qu'on avait déjà vues, mais cette fois-ci avec d'autres personnes, dans d'autres rôles cette fois-ci. Ça pourrait être extraordinaire en termes de narration. Par rapport au finish, donc oui, la Misco, Solo qui se prend le pin, il va pas être content de prendre le pin à cause d'une mésentente ou d'un coup malencontreux de Reigns. On pourrait se rappeler aussi, alors c'était bref, mais il y a eu le petit coup d'épaule qu'il y a eu lors d'un segment dernièrement entre Reigns et Solo. Voilà, le petit teasing qu'il y avait eu là, voilà, on se disait peut-être qu'il y aura quelque chose entre Roman et Solo. C'est peut-être finalement le seul mec qui pourrait vraiment faire peur à Reigns, ça serait Solo en fait. Et c'est ce que pourraient dire les Usos, ils diraient mais en fait là, il te retient près de lui, tu sais pourquoi Solo, tu sais pourquoi il fait ça, Roman? Parce qu'il a peur de toi, et que c'est en fait la vraie seule menace pour ton propre titre, ce serait toi-même en fait. Et je crois que tu le comprends pas ça en fait. Tu comprends pas que c'est toi la menace en fait là, à l'heure actuelle. T'es en train de détruire tout le monde là. Tu pourrais devenir une vraie machine de guerre, tu pourrais être champion du monde là. Alors rebelle-toi et va chercher Roman là. Va chercher ses titres. Il a peur Roman là. Voilà, il y a des choses à raconter là. Il y a des très bons segments à écrire. Je pense qu'on peut le faire pendant un mois là. Il y a encore 5 semaines entre Money in the Bank et SummerSlam. Donc il y a encore une longue attente, il y a largement de quoi raconter l'histoire, la développer, alors ça va se faire petit à petit, mais on peut avoir encore un Solo qui reste quand même
encore du côté de Reigns, malgré ce qui se sera passé à Money in the Bank, mais avec une tension qui vient de petit à petit, mais un Solo qui reste pour l'instant droit dans ses bottes, mais petit à petit, à force qu'on lui bourre le mou, les Usos qui tournent autour, qui vont servir, je pense, pas mal dans l'histoire encore, et ben voilà, libération des chaînes, et puis boum, explosion, explosion, et cette fois-ci c'est Solo qui va tourner face, voilà, et là la fin de la Bloodline, et là on finit l'histoire. Et alors, finir l'histoire ou pas? Parce que est-ce que Solo serait celui qui pourrait détrôner Roman? Bon, ça serait surprenant, hein, mais ils en sont capables. Bon, on aura le temps d'en reparler, hein, c'est dans un mois, ça on verra bien. Mais voilà, moi je vois bien l'histoire comme ça, se raconter comme ça, pour justement donner un title shot à Solo, parce qu'il va bien falloir donner un adversaire à Reigns, et à un moment donné, il les a tous faits. Et à l'heure actuelle, il est tellement booké fort, Solo, actuellement, que finalement, c'est l'adversaire pour moi qui est naturel. C'est le challenger naturel de Reigns, en fait. Il est là, il est à côté, en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est pas un Uso, c'est pas les Usos, il y en a beaucoup qui disent ça, ah oui, ça serait bien, Jay, ça rappellerait les tout débuts de l'histoire de la Bloodline, ça serait toute une histoire, qui prennent le titre à Roman, mais arrêtez, les Usos, c'est des mecs, c'est bon pour la division tag, mais c'est pas des mecs qui vont être champions solo, arrêtez vos conneries, quoi, c'est pas du tout ça l'histoire, c'est des mecs qui peuvent raconter l'histoire, qui peuvent la servir, mais pas pour remplir ce rôle-là, pas pour être le futur champion. C'est pas ça l'histoire. Enfin, pour moi, hein, c'est pas. C'était comme avec Sami Zayn, personne n'y croyait. C'est pas Sami qui allait détrôner Reigns. C'est pareil. C'est une étape dans l'histoire. Ça fait avancer l'histoire, mais c'est pas lui. C'est pas l'élu. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que Solo est l'élu? Je suis pas encore persuadé. J'en suis pas persuadé encore à l'heure actuelle, mais voilà. Bon, si on se retrouvera dans un mois et on verra si mon avis change ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça qu'on va raconter. En tout cas, pour moi, c'est Solo qui se libère de ses chaînes. Et puis voilà, on explose la Bloodline complètement. Et on verra ce qui se passera. Peut-être un cash-in qui sera peut-être encore envisageable, hein, si la mallette est encore là. Si celui qui détient la mallette peut être crédible, on sait jamais. Bon, même si dans la liste des participants, je vois personne qui pourrait vraiment détrôner Reigns. Donc, mais bon, c'est pour ça que je vois personne caché sur Reigns. Pour moi, c'est pas lui qui va se prendre un cash-in. Ce sera un champion mid-card, voire Rollins peut-être, mais pas Roman. Je pense pas. On finira pas le règne comme ça. Ça serait un peu sale et brutal. Donc je le vois pas vraiment comme ça. Donc on verra, hein, mais voilà. En tout cas, moi l'histoire pour moi se raconte comme ça. Le match sera bon. Bloodline Civil War, ça va être une grosse bagarre. Il y aura beaucoup de choses. Moi j'attends un peu une anarchie. Voilà, un peu l'anarchie in the arena, comme on l'a pu voir chez All Elite là dernièrement, une anarchie alors à 4 seulement, mais un peu dans le même esprit, quoi, un gros bordel, alors sans la musique, hein, sans la musique, mais un peu avec les mêmes artifices, et un gros bordel, un public en feu, et des armes, de la tension, du storytelling, un split d'écran, on verra. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont splitter l'écran? Moi, j'aime bien quand il y a un split d'écran, quand on voit de l'action d'un côté et de l'action de l'autre. Ça permet de tout suivre en même temps. Voilà, ça pourrait être sympa en termes de réalisation, de faire un petit split d'écran. Ça n'arrive pas souvent. Mais j'aime bien voir ça. Donc on verra si l'action se sépare de des côtés par binôme. Voilà, pour moi, victoire des Usos. Pour moi, c'est la tendance. Ça leur permettra de se remettre un peu en selle aussi, peut-être pour les titres tag, parce qu'à SummerSlam, il va falloir aussi leur donner peut-être quelque chose quand même aux Usos. Ils vont pas être privés de SummerSlam. Donc, je pense qu'ils vont avoir un match. Donc, peut-être aussi les mettre dans un match à plusieurs pour les titres tag, peut-être, ou voilà, un truc, un match number one contender, ou un truc comme ça. Mais il faudra les mettre un peu en selle, les Usos, parce que bon là, ils ont pas gagné grand chose dernièrement là. Ils sont plutôt sur la pente descendante. Donc là, ce serait une belle victoire là, une belle victoire importante pour les Usos, une revanche. Et un juste retour des choses. Et puis bon, c'est pas grave si Reigns et Solo perdent encore un match de tag. Hein. Ils ont perdu à Night of Champions. S'ils perdent une deuxième fois, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas une vraie équipe. Hein, donc on s'en fout en fait. On s'en fout qu'ils perdent encore. Voilà, pour moi, c'est la meilleure chose à écrire. Victoire des Usos. Et on part vers la feud pour SummerSlam autour des titres unifiés, le nouveau titre de Reigns là, entre Solo et Reigns à SummerSlam. Voilà, et on va finir maintenant
cette longue vidéo avec le traditionnel top 5 des matchs que j'ai préférés ce mois écoulé. Voilà, il y a eu plein de matchs à voir, il y a eu pas mal de shows, pas mal de trucs vraiment très très intéressants à regarder. Mais la liste, je l'ai quand même réussi à l'établir de manière assez rapide finalement, parce que les choses se sont pas mal stabilisées finalement ces dernières semaines, et mon top 5 n'a finalement pas beaucoup évolué depuis 15 jours. Hein. Allez, on va commencer tout de suite par le numéro 5 de mon classement. Il s'agit de Shota Umino, de Jon Moxley et de Claudio Castagnoli pour affronter Tomohiro Ishii, Kazuchika Okada et Hiroshi Tanahashi. C'était pour les titres tag, les titres trio, Never Six Men, les matchs Never Openweight Six Men Tag Team Championships, qui sont justement détenus par Okada, Ishii et Tanahashi. C'était à Dominion, donc on va dire entre guillemets le SummerSlam de la New Japan, hein, c'était le 4 juin. Un match lancé par le jeune Shota Umino lui-même, hein, venu défier une semaine plus tôt les champions lors du show de la finale du Best of the Super Junior, en annonçant que ses partenaires seraient Claudio Castagnoli et Jon Moxley, hein, un match signant les débuts de Claudio Castagnoli à la New Japan, hein, par ailleurs. On pourrait résumer ce match par 2 duels dans le match, hein, clairement établis entre les deux bulldogs Ishii et Moxley d'un côté et le jeune Shota Umino et le grand Okada de l'autre. Hein. Umino ne manque pas de culot, hein, n'hésite pas à s'en prendre à Okada à de multiples reprises, hein, comme pour montrer son évolution et sa prise de confiance. Cela promet, hein, je pense, de beaux duels dans les années à venir entre les deux. Ishii et Moxley évoluent davantage dans la brutalité, hein, dans leur plus pur style, et pour le reste, on a l'occasion de voir plusieurs combinaisons de matchs bien agréables. Castagnoli va même présenter son Giant Swing au public japonais en le portant sur Okada, hein, ce qui fera bien réagir la foule. Le match est dynamique, hein, et plaisant à suivre. Tanahashi se montre plus discret, hein, de par le poids des âges, hein, et c'est compréhensible. On aura même un powerbomb à 3 façon Shield, hein, porté par le Blackpool Combat Club, hein, le petit clin d'œil voilà, forcément, ainsi qu'un curb stomp d'ailleurs de Moxley pour aussi un autre clin d'œil. La question qui pouvait se poser concerne l'apparition ou non de The Elite, hein, histoire de se venger de leur défaite une semaine plus tôt à Double or Nothing dans l'Anarchy in the Arena match. Je vous laisse découvrir si c'est arrivé ou non, au cas où vous voudriez voir ce match. Le post-match en tout cas est tout aussi marquant, hein, puisque le BCC avait une petite surprise réservée à Okada avec un clip présentant Bryan Danielson dans le désert venu défier Okada à Forbidden Door. Un énorme dream match, hein, qui forcément donne très envie et qui va donc finalement avoir lieu ce soir, hein, c'est cette nuit, Forbidden Door. En tout cas, un très bon trios match, chose qu'on ne voit pas tant que ça à la New Japan, hein, et qui va aussi dans le sens d'une américanisation de la compagnie de plus en plus évidente. Un très solide 4,5 pour ce match qui, à mon avis, et à mon humble avis, fut le meilleur de cette édition de Dominion 2023. On va passer maintenant au numéro 4 de ce classement. Il s'agit de Mike Bailey contre Lio Rush. C'était au Best of the Super Junior jour 9, c'était le 23 mai, et j'ai mis un 4,5 à ce match. Nous étions donc toujours dans les matchs de poule, hein, de ce tournoi, avec une affiche prometteuse dans le bloc A entre Mike Bailey et Lio Rush. Un match qui fut vraiment spectaculaire et qui aura tenu toutes ses promesses. Hein. Rush est comme toujours insaisissable et Bailey a bien du mal à venir le chercher en début de match, hein, lorsque les deux s'adonnent au jeu du chat et de la souris. On aura assisté à une vraie démonstration de manœuvres au risque, tout aussi belles les unes que les autres, le tout porté à un rythme endiablé. Les contres sont aussi de la partie et le match est très équilibré, rendant le dénouement plus qu'incertain. Coup de pied circulaire, shooting star, Spanish fly, suicide dive, tout y passe pour mettre en difficulté son adversaire. Le public participe lui aussi assez bien à l'action et se fait entendre malgré la petite affluence de 831 personnes réunies dans ce gymnase préfectoral de l'Edion Arena d'Osaka. Et finalement, le vainqueur réussira à porter son finisher après une première tentative contrée afin d'empocher une victoire précieuse dans ce bloc A à seulement 5 jours de la grande finale. Excellent match de poids léger que je vous recommande chaudement entre deux performeurs de très haut niveau. Probablement l'un des meilleurs matchs de tout le tournoi entre deux lutteurs qui ont su très rapidement gagner le cœur du public nippon et qui lui vaut donc la très bonne note de 4 étoiles et demie. On va passer maintenant au numéro 3 de ce classement. Il s'agit de El Desperado contre Francisco Akira. C'était aussi au Best of the Super Junior la veille, c'était le jour, non, 2 jours avant, pardon, le jour 8, le 21 mai donc. 4,5 aussi pour ce match. Match donc du 8e jour de ce tournoi qui comptait pour le bloc B cette fois-ci. Un match pas facile à aborder, hein, pour le public, vu que juste avant il avait hélas assisté à la blessure de Taiji Ishimori. C'était donc un sacré challenge de devoir le remettre dedans. Ce match entre El Desperado et Akira avait tout de même son histoire, hein, puisque El Desperado, alors champion junior, avait défié Akira en février 2022, sauf qu'Akira travaillait encore pour la All Japan à l'époque.
Ce match était donc le tout premier entre les deux catcheurs, un match dans lequel Akira endossa le rôle du babyface héroïque face à un Desperado impitoyable qui a nettement œuvré pour détruire la jambe de son rival italien, notamment en l'écrasant à l'aide de deux chaises. Akira montrera un courage incroyable, refusant d'abandonner malgré les numéro 2 stretch mufflers abominables de Desperado, qui n'était pas loin de lui casser la jambe. Même TJP, partenaire d'Akira, venu l'encourager aux abords du ring, a jeté lui-même la serviette afin d'en finir avec ce carnage, mais El Desperado refusa de gagner par arrêt de l'arbitre et Akira lui-même se débarrassera de cette serviette avec une bravoure exceptionnelle, voire inconsciente. Je n'en dirai pas plus sur la fin du match, mais on aura assisté à un véritable drama, mettant totalement en valeur Francesco Akira dans un match qui comptera sûrement dans la suite de sa carrière. Peut-être le match référence d'Akira dans sa jeune carrière à la New Japan et qui le place à présent parmi les meilleures promesses que la compagnie possède actuellement. Match suivant, le numéro 2 déjà, MJF contre Darby Allin, contre Jungle Boy, contre Sammy Guevara. C'était à Double or Nothing le 28 mai. 4 étoiles 75, un match dont j'ai parlé dans ma précédente review, un match comptant pour le titre de champion du monde de la All Elite détenu par MJF et dont j'ai donc, comme je vous l'ai dit, pu faire l'analyse dans ma précédente vidéo. Je m'éterniserai donc pas là-dessus et je vous invite à écouter cette vidéo pour avoir plus de détails. Mais pour faire un rapide retour là-dessus, c'était vraiment un match hautement symbolique entre les fameux 4 piliers de l'All Elite censés représenter l'avenir de la compagnie et du catch américain en général. Un match où chacun peut y trouver son compte, je pense, car c'est à la fois un gros spot fest, mais aussi un match à storytelling avec pas mal de références aux mentors des 4 catcheurs, à savoir Jericho, Cody Rhodes, Christian et Sting. Jungle Boy a aussi l'occasion de montrer un côté plus méchant et égoïste de sa personnalité en frappant Darby Allin avec la ceinture, chose qu'il n'osera finalement pas faire, mais qui pourrait, je pense, servir plus tard dans le cadre d'un futur heel turn de sa part, et je pense qu'on y va tout droit à l'heure actuelle. Beaucoup de moves spectaculaires sont portés, ça peut paraître parfois too much, mais moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce main event de Double or Nothing, d'autant que le finish est tout aussi brillant, avec l'intelligente manœuvre de MJF pour venir contrer Darby Allin et venir le cueillir avec un simple headlock takeover, comme il l'avait déjà fait sur Allin à Full Gear 2021, et comme Allin a aussi tenté de le faire à MJF dans ce match, mais sans succès. Bref, un excellent match auquel j'ai donc donné la haute note de 4,75 et qui a permis de bien clôturer cette édition de Double or Nothing qui, il faut le reconnaître, n'a pas été des plus réussies de façon générale. Et enfin, je termine avec le numéro 1 de ce top 5 et il s'agit de Master Wato contre Titan. C'était tout simplement la finale de ce BOSJ, donc j'ai pas mal parlé dans ce top 5, mine de rien. Master Wato avait réussi la performance de sortir Mike Bailey en demi-finale, tandis que Titan avait éliminé El Desperado dans l'autre demi-finale. Une finale assez étonnante quand même sur le papier, d'autant que Titan est un catcheur de la CMLL, et Master Wato plutôt un second couteau depuis qu'il est à la New Japan. Celui qui remportait ce tournoi avait le droit quand même d'affronter le champion IWGP Junior Heavyweight, à savoir Hiromu Takahashi, et ce donc dans le show Dominion qui a eu lieu le 4 juin dernier, dont j'ai pu parler tout à l'heure. Un match qui était vraiment très disputé. Titan a été un véritable poison tout au long du match, en prenant son adversaire à la gorge dans la première partie du match, en plongeant sur lui à l'extérieur dès qu'il en avait l'occasion, en contrant régulièrement les offenses de Wato de façon souvent prodigieuse, et en faisant un très bon travail au genou gauche de Wato. Le match se rééquilibre petit à petit, les near falls s'enchaînent et le public réagit très bien à ce qu'il regarde. C'est une tendance de plus en plus notable à la New Japan. Le public soutient aussi pas mal Titan, preuve qu'il aura réussi à gagner leur respect. Les nouveaux partenaires de Titan du clan des Los Ingobernables de Rapon sont aussi ringside pour soutenir leur poulain. Les dernières minutes sont folles, comme c'est souvent le cas dans les grands matchs de la New Japan, jusqu'au dernier move victorieux. Une très belle finale donc de BOSJ à l'arrivée qui fait honneur à ce tournoi, malgré une opposition qui sur le papier n'était pas des plus attractives. La preuve en est avec ce joli 4 étoiles 75 que je lui ai accordé et qui me semble parfaitement mérité. Titan fut une belle découverte en tout cas pour ma part, et il aura vraiment été l'auteur d'un très beau tournoi et le public japonais semble déjà l'avoir adopté. Voilà donc pour ce top 5 et voilà comment je vais conclure cette vidéo, longue vidéo, encore pas loin de 2 heures. Désolé, je me suis beaucoup étendu sur Money in the Bank, il y avait beaucoup de choses à dire. J'avais mes scénarios, j'avais plein de choses à raconter. Voilà, il y avait pas de review de pay-per-view, donc j'ai pu parler aussi un peu plus des pronostics et pour finir avec ce top 5. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous l'écouterez au plus grand nombre et que vous vous abonnerez, que vous likerez ma chaîne. Voilà, je fais mes appels au vote, mes appels au like. C'est très important pour moi. Comme je l'ai indiqué dans cette vignette en bas, rendez-vous très vite, non pas pour mon prochain manche au catch, mais pour la review
de Money in the Bank, puisque là, à nouveau, on va se retrouver avec 5 semaines sans pay-per-view et je vais pas attendre fin juillet pour vous faire mon So Catch et vous faire la review de Money in the Bank, ça serait beaucoup trop long. Donc, je vais vous faire normalement assez vite, tout début juillet. Donc, si tout va bien, peut-être dès le lendemain, peut-être dès le 2 juillet, voire le 3 juillet. Je pense que on sera dans ces eaux-là. Je vous ferai la review de Money in the Bank. On verra tout ce qui va se passer. Je vous ferai ma review complète. Et on se retrouvera fin juillet pour parler des pronostics de SummerSlam. Évidemment, le gros show de l'été. Ça va être super. Et il y aura encore beaucoup de belles choses à venir et beaucoup de choses à raconter. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous de votre fidélité. J'espère que vous m'écouterez nombreux. Portez-vous bien. Très beau début d'été à vous tous. Profitez bien, regardez beaucoup de catch. Et bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch. Et cero miedo. Ciao à tous.